Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir lundi.dev et j'ai pas du tout redémarré le stream d'une certaine manière pour avoir un truc propre pour la VOD. Hein. Salut Yann, salut Assetti, salut Dean, on a déjà commencé à discuter avec Assetti et Dean qui était dans le chat. Je décide maintenant de refaire des intros à peu près propres pour les VOD parce que vu que voilà, une fois sur deux j'oublie de démarrer le micro ou un truc comme ça. On a beau avoir fait du stream depuis une dizaine d'années, si on prend en compte les années de web radio, on oublie comme des fois les trucs de base. Assetti nous expliquait dans le pré-live que on avait profité pour quitter Spotify. C'est marrant que t'en parles parce que moi j'ai pris beaucoup. Hey, salut Lutin. Salut. Enchanté que tu viennes dans le chat, très très cool. Je suis très content qu'Assetti tu parles de ça, d'ailleurs de quitter Spotify. Moi j'ai fait la démarche après pourtant 14 ans d'abonnement en continu à Spotify. Et l'année dernière j'ai coupé le cordon aussi parce que Spotify trop attaché à plein d'affaires nulles quoi. Enfin le CEO qui dit des dingueries. L'expérience en plus qui s'est pas vraiment améliorée et tout. Et vu que j'avais un compte YouTube Premium, je me suis dit en fait c'est con, il y a tout ce qu'il y a dans Spotify, c'est aussi dans YouTube Premium, donc c'est un peu dommage de pas en profiter. Ah, j'en profite pour bouger ça. Voilà. Donc j'ai fait aussi cette démarche là. Donc bien joué. C'était d'ailleurs c'est pour cette raison là que t'as bougé ou juste c'était juste aussi pour arrêter Spotify. Je suis curieux un peu de voir vos raisons. Ouais, j'ai vu ton switch, je m'étais mis une note mentale que si tu avais réussi à faire le switch, alors il fallait que je le fasse un jour aussi. Bon bah c'est cool que je sois un peu influenceur de ce côté-là. Mais ouais, c'est un vrai sujet de fond. Salut Hunter. Ça vaut le coup, je trouve, de... Surtout qu'en plus, si vous avez déjà un abonnement sur d'autres plateformes, essayez de voir si vous l'avez pas déjà. Quoi. Ok, écoutez. Francky Vincent, le restaurant. Ouais, du coup, oui, maintenant je peux faire ça, techniquement. Je pouvais avant, mais maintenant je l'utilise, quoi. Et l'avantage en plus, c'est que ça me permet aussi de diffuser facilement sur YouTube Music, ce que vous entendez là, parce que sur YouTube Music, vous avez quand même tout YouTube, vous avez plein de musiques de jeux vidéo qui passent bien pour les lives, quoi. Donc, non, c'est cool. Donc ouais, comme j'expliquais aussi dans le pré-live, je suis étonnamment en forme, alors que j'ai une très grosse journée. Il y en a ici qui peuvent témoigner. Mais en vrai, j'ai ce truc un peu étrange des fois, plus ma journée est remplie, plus j'ai de pêche le soir. Je sais pas comment dire. Il y a un effet d'emballement un peu étrange. Je vais m'effondrer à 23h30, je pense, dans mon lit. Alors que ma voix commence à devenir celle de Nagui. Mais pour l'instant, non, ça va plutôt bien, ça sort bien. Alors que tu pourrais utiliser l'application Nintendo Music et... Non, c'est tellement limité. Mais en vrai, Nintendo Music, ce qui est rageant, c'est qu'il ferait une bonne version desktop. Je pense qu'en vrai, il y a plein de streamers qui l'utiliseraient, parce qu'en fait, vu que Nintendo ne claim jamais, et heureusement d'ailleurs, les musiques de Nintendo, en fait, je suis sûr qu'il doit y avoir des mini-softs qui te permettent juste d'avoir une sorte de jukebox de musique de jeux vidéo bien, mais les gens savent pas que ça existe, là, ils ont la flemme, et du coup, on utilise tous des playlists YouTube un peu pétées, ou des 1 heure de musique tranquille. Là, ce que je diffuse, c'est 1 heure de musique de Tomodachi Live, mais pas celui qui est sorti là, celui d'avant. Et c'est plutôt pas mal. Et j'essaie de changer de temps en temps de musique. Mais c'est assez chill pour que normalement ce soit pas trop audible. D'ailleurs j'en profite, la balance est bien en termes de... C'est pas trop fort. Moi je peux pas savoir parce que j'ai pas la balance parfaite. Et voilà, et je me rends compte que j'ai trop de barres, ça me tue. On est bien rempli, moins moule, divertissement, épanouissement qui rend... Non, pas ça, je n'ai pas eu de... Je ne suis pas d'un calme olympien ou d'une... super pour le son. Ou d'une... comment on dit, calme olympien ou d'une sérénité himalayesque, ni l'un ni l'autre. Pour les remixes sympas, il y a OC Remix. Alors OC Remix Hunter, on avait bien défoncé OC Remix à l'époque de Synops Live. Synops Live, si vous vous souvenez, ceux qui ont connu, Synops Live qui était une web radio que j'avais lancée en 2007, qu'on a fait tourner jusqu'en 2015. Yann, ici présent, était pendant très longtemps son rédacteur en chef, qui disait pas son nom, mais en fait qui était le principal producteur d'émissions sur Synops Live d'ailleurs. Et en fait on utilisait beaucoup OC Remix pour la musique, puisqu'on n'avait pas les droits pour la musique du commerce, donc en fait on utilisait soit de la musique libre improbable, soit des OC Remix, parce qu'on savait que personne nous embêterait sur les OC Remix, quoi.
Non, mais si tu as eu plein de taf sur plein de sujets passionnants, ça peut... Ouais, non, mais il y a ce côté, en fait, ouais, ça te remplit le cerveau, en fait, de bosser sur les trucs qui t'intéressent, et du coup, ça, c'est chouette. Ça va, ils ont eu le temps de doubler le catalogue au service. Au moins, Yann, hein, parce que depuis 2015, ça fait 10 ans que ça avait fini, putain. On est vieux, Yann, on est vieux. Mais ouais, non, il y a plein de choses, et en plus, on pourrait rajouter là-dedans Sylvagunner et plein de trucs. Enfin, il y a plein de manières, si on voulait juste diffuser de la musique, de musique jeux vidéo hors classique, en fait. On est assez tranquille, quoi. Vous l'avez peut-être vu sur les différents messages sur les réseaux. Ce soir, j'ai quelques petits articles sympas. On va parler un peu de... Brad Sachs, quel enfer. Alors, c'était bien, mais genre... donc, plusieurs articles. On parlait un peu de fuite de données. On va parler d'un édito très intéressant de Nilay Patel de The Verge. Avec lequel je suis pas forcément d'accord entièrement, d'ailleurs on va lire un peu, je crois aussi 2-3 commentaires intéressants qu'il y a eu sur le Lobster sur ce sujet. Et puis, si on a du temps, j'ai 2-3 autres trucs, notamment un peu de Jujutsu peut-être, essayer de voir les gens qui font des trucs de fou avec Jujutsu, qui n'est toujours pas un art martial, enfin c'en est un, mais c'est pas ça dont je veux parler. Et puis après, si le reste du temps, bidouiller des trucs, voilà, tranquillement. Voilà, si vous voulez un peu le truc. Yay, merci pour ton follow, lutin. Et de manière générale, je vais plutôt me concentrer sur ces quelques articles-là et tout ce qu'on aura en trop, comme d'habitude, ça ira dans la newsletter de lundi prochain. Puis on va revenir un peu sur la newsletter de lundi dernier. Salut cowboy, let's go. Je sature pas trop, par contre OBS des fois me dit genre je sature alors que je parle même pas fort, donc il y a quand même un problème encore de balance, hein, qu'il faut que je fasse plus correctement. Mais oui. C'est bien, c'est une bonne dizaine, c'est cool. Depuis que je cible le lundi soir, on a moins de gens qui regardent parce que forcément les gens font d'autres trucs le lundi, je comprends. Mais moi j'aime bien le côté on est tranquille, on discute entre potes, c'est sympa. Zéro saturation, bon, c'est plutôt bon. Après, est-ce que c'est via les enceintes du Néo? Sur running gag avec ce Néo là. Alors, il est 21h10, on va se mettre tranquillement sur... on va afficher ceci. Alors on va pas se mettre là-dessus. Lundi.dev, on rappelle, vous pouvez vous abonner à la newsletter, c'est gratuit. Et du coup vous allez pouvoir lire les bêtises que j'envoie. C'est plutôt cool. Ce sera plutôt tous les soirs 21h. Assetti nous pose la question, est-ce que c'est tous les soirs désormais à 21h? Oui, plutôt. Comme le chien niquet. Parce que l'idée c'est ça me permet d'avoir le temps de rentrer, d'être tranquille, etc. Sachant que maintenant les VOD, je mets du chapitrage et tout, donc ne vous inquiétez pas si vous pouvez pas, si vous devez faire autre chose, vous pouvez retrouver la VOD tranquillement après coup. Lundi.dev, donc on rappelle une newsletter qui vous permet, si j'agrandis un peu, qui vous permet de suivre mes bêtises. La dernière newsletter, on va y revenir rapidement. Non, toujours pas ça. Oui, bon, globalement, c'est un truc un peu particulier où je parlais du fait que j'avais 35 ans, parce que c'était mon anniversaire la semaine dernière, yay. Du questionnement sur qu'est-ce que c'est qu'être développeur senior, qu'est-ce qu'on en pense, etc. Est-ce qu'on se la pète pas un peu, qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Une discussion de la Vista quand même des centres enseignants à l'époque de DUT en 2008 qui suggérait Postgre, qui même existait déjà à l'époque largement, mais qui n'était pas aussi utilisé et aussi connu à l'époque. A contrario, le directeur des études à l'INSA, qui j'avais discuté du département informatique, qui disait non mais le web, vous savez c'est une mode qui passera vite, bref. Sacrée dinguerie. Et puis je vous avais envoyé quelques liens intéressants, et pour une fois on va pas revenir trop sur ces liens là, ils étaient très intéressants, mais j'ai d'autres liens à vous proposer cette fois-ci, donc ça va être cool. Donc voilà, et je vous expliquais que j'avais rejoint OSRD en vous en parlant un petit peu rapidement. C'est le projet qui désormais occupe mes lundis, mardis et mercredis. On en avait parlé durant le dernier stream, je vous l'avais un peu présenté rapidement. Et évidemment, je suis toujours à la bourre sur Tempo Quiz, on rappelle Tempo Quiz, un projet super sur lequel j'ai passé très peu de temps, parce que plein de raisons perso. Voilà. Mais c'est pas tant de ça dont je voulais vous parler. Il y a une autre chose de mon actu dont je voudrais vous parler, c'est la sortie, messieurs, dames, enfin, après vous en avoir parlé pendant plusieurs newsletters puis streams, je suis très fier de vous dire que si vous allez sur talks.signé.fr et que vous cliquez là, vous avez accès à... Oui, je mets le lien même dans le chat pour que vous l'ayez.
vous pouvez enfin regarder si vous voulez la conf que j'ai fait à Vancouver, parce que j'en ai quand même pas mal parlé de cette foutue conf. Elle est enfin disponible, et ça je vous avoue que je suis content. Non, parce que vraiment ça devenait insupportable de ne pas avoir ça. Donc voilà, ma conférence à Vancouver. Vous notez que j'écris des trucs, c'est parce que je prends les notes aussi pour la description de l'épisode par la suite. Épisode, si vous regardez en VOD, n'hésitez pas à lâcher votre like. Il paraît que ça aide un peu. Moi je m'en fous d'avoir des grosses stats, mais ça peut permettre à d'autres gens de découvrir, c'est chouette. Donc voilà, ça peut être l'occasion pour vous de découvrir voilà, pourquoi j'ai traversé l'Atlantique quand même. Hein. Globalement, pour faire simple, j'ai traversé l'Atlantique pour dire aux gens que oh là là c'est bizarre, en français, attendez je vais y arriver, hop là, en français, tout est genré, c'est bizarre, une chaise c'est féminin, un siège, enfin une chaise c'est féminin, un siège c'est masculin. Et oh là là, le Canada c'est bizarre parce que c'est masculin et la Pologne c'est féminin. Bon. Outre cette blague-là, il y a des vraies discussions sur comment on réussit avec l'écriture inclusive, etc., à traduire un logiciel et à quel point il y a des gens qui nous ont cassé les couilles parce que oulala, l'écriture inclusive c'est trop politique. Bref. Ça parle un peu de tout ça, ça parle aussi de questionnements sur voilà, comment on rajoute du contexte aux différentes chaînes, etc. Et ça parle aussi des workarounds, enfin il y a plein de trucs. Je pense sincèrement que c'est une bonne presse, sinon j'en aurais pas autant parlé. N'hésitez pas à la regarder. Et surtout, comme vous le voyez, il y a des sous-titres. Parce que mon anglais est quand même un peu cassé. Et c'est quand même plus facile si vous avez des sous-titres pour pouvoir suivre. Donc voilà. Si vous avez la flemme d'utiliser ce lecteur qui a l'avantage de vous faire regarder la conférence directement depuis l'atmosphère, puisque ça c'est stocké directement sur Streamplace. Vous voyez le nom Streamplace qui est placé là-dessous. C'est parce que... Merci Steve. En fait, Streamplace, c'est une sorte de concurrent de Twitch qui diffuse sur l'atmosphère. Non, je n'utilise pas Streamplace parce que j'apprécie quand même la facilité d'utiliser Twitch et la petite communauté que j'ai créée dessus. Mais Streamplace, voilà, essaie de se positionner là-dessus. Et donc, du coup, la VOD est directement accessible. Donc, en fait, si vous allez sur mon petit site, vous avez directement... vous passez même pas par YouTube. Mais il y a un lien, vous voyez, Watch on YouTube qui est disponible ici. Et vous avez les mêmes sous-titres disponibles directement sur YouTube si vous préférez. Regardez sur YouTube. Voilà. Ça m'a permis d'ailleurs de faire un truc que j'ai pas fait depuis longtemps, c'est-à-dire d'utiliser, alors si je peux mettre en grand, de faire de la vidéo vous savez, en utilisant la balise vidéo directement et tout. Et de mettre notamment une track de sous-titres. Comment on fait pour mettre une track de sous-titres directement en HTML. Et techniquement, même sans JS, alors là ça marcherait pas parce que je suis obligé de mettre une URL particulière de contenu, qui est ici d'ailleurs. Mais c'est directement dans le truc parce que pas non plus. C'est un fichier qui est fait pour être autosuffisant. Mais ça marche bien, voilà, c'est assez efficace et c'est assez rigolo. Voilà. Ça m'a permis de redécouvrir comment on faisait un peu de la vidéo rapidement sur le net. C'est quand même beaucoup plus simple maintenant qu'il y a la balise vidéo, hein, quand même. On est loin de l'époque de Flash, si vous vous souvenez de ça. J'espère pas. Bref. La gestion native des sous-titres est plutôt correcte. J'ai eu pas mal de bugs. En vrai, il fallait comprendre exactement comment ça marche, le machin. C'était pas forcément évident. Quand j'ai commencé à comprendre, c'était un peu plus simple. Mais ouais, il y a des fois des interactions un peu étranges entre la surcouche que j'ai mis au-dessus, qui s'appelle Plir. Si un jour vous avez besoin d'ailleurs, Plir vidéo. Voilà, Plir. Qui est une petite lib open source sous MIT pour faire des trucs pour entourer des balises vidéo. Et vous pouvez même rajouter des tags, des scrubbers. Je l'ai pas fait là parce que j'ai eu la flemme, mais voilà, on peut mettre rajouter vraiment tout ce que vous attendez d'un player moderne. C'est directement faisable, etc. Aceti pose une question intéressante. Tiens, on va en parler 5 minutes. Effectivement, vous avez peut-être vu que si je regarde track, là, c'est des VTT. Alors déjà, Dring, mais non, en fait, VTT, c'est pour Web VTT, Vidéo Text Tracks, je crois, et en gros, c'est une sorte de SRT moderne, parce qu'en fait, le format SRT pour les sous-titres, apparemment, la spécification, elle est pas parfaite.
Donc du coup voilà, c'est des sous-titres, qui sont engagés pour l'environnement, donc en vélo. Mais en vrai, c'est assez cool de voir qu'il y a un format qui est assez simple, donc ça ressemble beaucoup à des sous-titres SRT, mais ça accepte, j'en ai très peu utilisé, mais directement des balises HTML. Basique, voilà. Bon, là, il y a un problème parce qu'il sait pas que c'est de l'UTF-8, un truc classique. Mais voilà, vous pouvez mettre des trucs un peu tout simples et bah, c'est assez cool. Voilà. C'est plutôt bien supporté par les différents navigateurs. Donc voilà, les VTT, c'est assez rigolo. Et il y a plein de subtilités assez cool. Vous pouvez me rajouter des classes potentiellement pour pouvoir faire des trucs marrants à l'écran. Voilà, c'est plutôt cool. Ça s'appelle des web VTT. Et d'ailleurs, quand vous faites MDN web VTT, et ben en fait, vous avez une petite page MDN qui vous explique les différents concepts. Et en fait, vous pouvez vous plugger pour que ça affiche quand il y a certains sous-titres qui affichent. Vous pourriez par exemple afficher une information supplémentaire. En fait, pour faire des trucs très interactifs. Donc c'est assez cool. Euh, et VTT, voilà, Web Video Text Tracks. Donc j'avais bien retenu la leçon. Voilà. Web VTT. Tout ça pour dire que vous pouvez retrouver ma conf, qui était en fait dans les faits disponible un peu sur le site de l'Atmosphère Conf, hein, on en avait déjà parlé la dernière fois, mais là maintenant vous avez des vrais sous-titres, vous pouvez les lire quand vous voulez. On aura les sous-titres en français? Non. Non, alors tu sais que je me suis forcément posé la question, Cowboy, et tu as raison. En fait je me suis dit, ça n'a pas énorme valeur pour des francophones, mais en même temps ça peut l'avoir aussi un peu, je sais pas. Bon. Autre petit fun fact, je vais sortir un blog post, donc un équivalent textuel, qui lui, je pense, je vais le traduire en français aussi, de cette conférence. Et un peu pour voir à quel point les LLM sont à chier ou pas sur ce genre de sujet, j'ai voulu tester, est-ce que Gemini, si je lui donne ma conf, mes notes, et en lui disant est-ce que tu es capable de faire un blog post qui reprend ce que j'ai écrit, mais en gardant un peu mon ton, etc. C'est pas encore capable de bien le faire. Ça fait un truc qui, si je m'en foutais, pourrait passer, mais je le vivrais pas bien. Genre, Gemini fait n'importe quoi, genre ça n'a rien à voir, il invente des trucs qu'il n'y a pas dedans, rien à foutre. Alors que c'est quand même le Gemini 3.1 Pro, pas vraiment être dégueu, à chier de fou. Et Claude Sonnet, pas le Claude payant, parce que je vais pas payer Claude. Gemini, moi je l'ai gratos parce que j'ai un vieux truc, enfin j'ai Google One, donc j'ai 1 Tera chez eux, donc ils me l'offrent. Ok, d'accord. Donc moi je paye pas pour Claude, mais j'ai voulu regarder quand même le résultat, parce que j'essaie d'être à peu près à jour sur ce que c'est capable de faire. Je pense pas particulièrement l'utiliser, mais bon, c'est intéressant. Et le résultat est presque correct. Bah, je peux vous le montrer en vrai, moi j'ai pas de problème à vous montrer ça, en vrai, parce que c'est intéressant je trouve, pour qu'on arrive à se rendre compte de qu'est-ce que c'est capable de faire. Et en vrai, le résultat est ok tiers. Comment je peux vous montrer ça? Si je fais partager, créer un lien public, voilà, paf. Le résultat est intéressant, je trouve. Non, c'est pas ça que je veux copier. Je veux copier, j'ai dit. Créer un lien de partage, oui. Non. Créer un lien public, non. Ça marche ton truc? Ah, voilà, paf. Pardon, excusez-moi, je suis trop con pour utiliser un truc qui copie-colle. Refuser tous les cookies. Donc, il affiche pas les fichiers, mais il faut imaginer que j'ai mis, donc comme je mets les presenter notes et mes slides. Et je lui dis voilà, voici mes notes et mes slides de mon talk que j'ai fait le mois dernier concernant l'autre protocole et l'écosystème autour de Blue Sky. À partir de mes notes et de mes slides, écrit un blog post qui garde le même esprit et qui suit le sujet, quoi. Je me suis dit bon bah, mais sous la forme d'un blog post avec une audience similaire, c'est des gens qui produisent des produits, des développeurs et des gens intéressés par la localisation. Salut Jonathan! Et donc voilà, je voulais tester pour voir, même si j'allais pas l'utiliser, mais c'est intéressant de voir où est-ce que ça en est. Donc Gemini de la merde, genre le résultat je vous le montre même pas, c'est le gars passe par à côté, n'importe quoi. Et là, je dois avouer, c'est correct, mais c'est pas super. Merci Jonathan pour ton sub, merci beaucoup. Merci beaucoup. 1 mois de moins avant la sortie de Tempo Quiz, c'est vrai. Peut-être pour tes 4 ans bientôt. Bah, t'es à 3 ans et 11 mois. Peut-être pour les 4 ans, Tempo Quiz. Le résultat... Ah, c'est marrant, il l'affiche pas. Donc là, il explique, il check et tout. Il dit, ah, voilà le blog post. Et il m'a mis un résultat. Et alors, le résultat, il est pas là. Télécharger.
Ah oui, attendez, je vais vous le montrer, le résultat. Tac, est-ce que je peux le montrer? Attendez. Markdown Preview. Voilà, Markdown Live Preview. Bravo à tous. Et donc il m'a fait ce Markdown là. Merde, il va l'ouvrir avec quoi? Ah non, on l'ouvre pas avec Xcode. Si, finalement il l'ouvre avec Xcode. Ça rend fou. Hop! Et à vrai dire, le blog post est pas honteux, mais pété quand même. Par exemple là il met Context is Everything qui est un peu le truc clé de ma section, il va le mettre à la fin, là il le met au début, il y a des éléments dedans où en plus il y a des tropes terribles, it goes further, hein, je peux plus les lire des LLM, enfin tous les LLM écrivent toujours la même chose, ça rend fou. Mais par contre, ça respecte globalement, parce que je peux vous le lire, j'ai écrit, je le connais bien, ça respecte globalement l'esprit de ma talk et ça arrive à peu près bien à en faire un blog post. Je dois être honnête, genre, franchement, ça ressemble à un blog post, mais sans âme. Je trouve ça, peut-être parce que je sais comment ça a été fait, mais je trouve ça sans âme, je trouve ça un peu... c'est un peu... Ouais. Je trouve que ça va pas très loin, c'est un peu tristounet, quoi. Tristounet, je le dis, tristounet. Donc voilà, mais juste pour info, voilà, techniquement, si vous en foutiez du résultat, vous pourriez demander à un LLM de vous faire un blog post à partir d'une présentation que vous avez faite, et le résultat est juste décevant. Mais il est pas honteux, quoi. Sur un malentendu, franchement, ça passe. Donc, bon, j'ai divergé là-dessus. C'était important pour moi quand même de vous parler de la sortie de ce fameux talk. Et maintenant que c'est dit, maintenant que c'est fait, je vous propose de passer à la première actualité. Et la première actualité, une fois n'est pas coutume, on ne va pas du tout se rendre sur un site tech, même si j'ai TechMeme qui est ouvert là. Non, on va aller sur France Info. Dont on va continuer sans accepter, voilà, puisqu'on va parler de fuite. Et on va parler d'une certaine fuite, puisqu'on va parler d'une fuite de données de l'ANTS. Et ça rend fou. Ah oui, ceci dit, je pourrais avoir le générique de France Info. Est-ce que j'ai le générique de France Info? Ah non, j'ai pas le générique de France Info. J'ai celui-là si je veux. C'est un générique de France 3, et puis de toute façon on s'en fout, bref. Donc... on va parler de l'ANTS. L'ANTS, c'est l'Agence nationale des titres sécurisés. aka ceux qui font votre carte d'identité. Oui, j'ai pas les droits de France Info en plus, t'as raison. Mais bon, sur un tout petit extrait, on va pas me saouler. L'ANTS, l'Agence nationale des titres sécurisés, c'est littéralement ceux qui font la carte d'identité, le permis de conduire, les passeports, les permis de chasse, je crois, enfin les trucs un peu quand même, pas de chasse on s'en fout, mais pour le reste c'est assez clé, quoi. Et donc si, comme moi, vous avez fait refaire par exemple votre passeport il y a pas longtemps pour aller par exemple au Canada, pas que ce cas-là, hein, pour tout le monde, et ben en fait, toutes les infos liées à votre compte ANTS, donc pas ce qui est sur les papiers, pas vos empreintes digitales, tout ça. J'allais dire empreintes numériques tellement j'ai l'habitude d'inverser numérique et digital, mais là pour vous c'est vraiment les empreintes digitales, c'est vraiment les doigts. Et ben en fait tout ça, et ben c'est ciao dans la nature. Enfin pas les empreintes digitales, tout ça c'est bon, c'est sécurisé, ça bouge pas. Mais par contre tous les trucs qui sont liés à votre compte, tout ce que vous avez enregistré pour éviter de les répéter dans vos formulaires, etc. C'est fuité, c'est ciao. Et on en est à un stade quand même où ça commence à faire beaucoup. On parle de plusieurs millions de personnes. Alors, on va lire un peu rapidement. Une nouvelle fuite de données personnelles en France, et pas des moindres. L'Agence nationale des titres sécurisés, chargée d'accompagner les usagers dans les demandes de transport, de carte d'identité et autres permis de conduire, a annoncé le lundi 20 avril, pardon, je vais mettre encore plus grand, le lundi 20 avril qu'elle a été visée par une attaque informatique ayant entraîné une fuite de données de particuliers et de professionnels. De nombreuses informations personnelles pourraient se retrouver dans la nature. Voici ce que l'on sait, le fameux ce que l'on sait, ils adorent France Info, de cette nouvelle affaire de cyberattaque. Oui, c'est que c'est un peu et 7 ans, je suis d'accord.
Plusieurs millions de personnes potentiellement concernées. La NTS explique dans un communiqué, c'est qu'on peut aller aussi voir directement le communiqué officiel, hein. Voilà, que y a identifiant de connexion, civilité, nom, prénom, adresse électronique, date de naissance, identifiant unique du compte, ça fait chier parce qu'il y a des gens qui vont l'utiliser pour faire du phishing, et le cas échéant d'autres données qui ne sont pas systématiquement présentes dans les comptes, sauf si comme moi vous avez coché les cases, vous avez fait ce qu'il faut pour remplir plus d'infos dans votre compte pour gagner du temps à l'avenir, adresse postale, lieu de naissance et téléphone. J'ai reçu l'email, hein, les fameux usagers concernés, moi j'ai reçu le mail, donc globalement ça veut dire qu'il y a un fichier avec toutes ces informations là. Alors le truc c'est que, à la fois c'est chiant, et en même temps, bah, si vous avez une mutuelle ou une assurance santé, bah, en fait la plupart de ces données là, elles étaient déjà dans une des fuites précédentes. Et justement on va en reparler après. Mais voilà, pour vous dire que il n'y a pas les pièces jointes quand même, voilà. Mais ils sont quand même relativement deg, ce qu'on peut comprendre. Et évidemment, ils ont notifié la CNIL qui a dû faire OK, et voilà, globalement, il n'y a rien de plus. Peut-être que les hackers sont en train de checker, font de l'évasion fiscale. C'est seulement. Mais en fait, non, parce que t'as pas cette info-là dans ces affaires-là. Alors voilà, Jonathan. Oh non, des infos qui avaient déjà fuité, plus ou moins ont fuité. Bah, c'est un peu à la limite. Dans une publication dans un forum de revente de données partagé les internautes sur les réseaux sociaux, un individu affirmait le 16 avril être à l'origine de l'intrusion et mettre en vente une base de données concernant les informations de plus de 18 millions de personnes. Et ça c'est assez fou. Salut Cap, 18 millions de personnes. Alors évidemment c'est un nombre, voilà, c'est peut-être trop gros, mais puisque après tout le ministère de l'Intérieur dit plutôt 11, mais en fait que ce soit 10 ou 18, ça reste quand même énormément quoi. Ça reste énormément de comptes, de données. En plus là on peut imaginer que c'est vraiment un compte par personne, parce que tu crées pas 12 comptes sur la NTS, ça n'a pas de sens, c'est difficile d'ailleurs. Donc voilà, une vulne, référence pardon, à ce dont on avait parlé il y a 2 semaines sur les vulnérabilités, etc. Mais oui, Dean a raison, c'est terrible, vu l'état du web, il faut considérer toute donnée envoyée à un site comme public et se protéger du phishing, et oui, c'est le cas. Yo, Simple Patate, oui, 11 millions sur 68 millions. T'as raison de dire, hein. 11 millions sur 68 millions, quoi. On s'en sort pas. On s'en sort pas. Moi, je vous le dis, on s'en sort pas. Donc ça, ils redisent des trucs qu'on a lu tout à l'heure. Pour les comptes professionnels, la raison sociale et le numéro sirène peuvent être concernés. Ça, on s'en fout, parce que ça, c'est vraiment... Par contre, c'est des infos publiques, donc ça, on s'en fout. Les pièges joints ne sont pas fuités, les hackers pourront s'en servir. Bon, je crois qu'on n'a pas beaucoup plus d'informations. Ah si, il y a le ministère de l'Intérieur qui a dit il est très attentif à la situation. Et il a saisi l'inspection générale de l'administration pour établir la chaîne de responsabilité. Donc, quel prestataire va se faire taper sur les doigts? On sait pas. Mais voilà. Alors, Dean n'a pas reçu le mail. En fait, je pense que peut-être que ça touchait qu'un certain nombre de comptes plus récents, etc. Mais vérifie voir s'il n'est pas dans tes spams aussi, Dean. Et puis si t'as pas jamais utilisé la NTS ou il y a longtemps, t'as peut-être moins de risques. Mais ça me rend fou. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a des gens qui sont des petits rigolos et qui, pour se foutre de la gueule, ont créé France Fuite. Puisque la NTS s'appelle France Titre. Il y a des gens qui ont fait France Fuite. Alors qui est clairement un site parodique pour troller, quoi. Hein. Ah, c'est écrit, hein, ce site est une parodie. Aucune fuite réelle n'est organisée depuis ce portail. Les autres, on n'en garantit rien. Avec le premier portail public pour assumer pleinement ce que tout le monde sait déjà. Vos données personnelles ont fuité, fuitent encore et fuiteront demain. Voilà. Avec des grosses blagues, voilà, avec serveur de mot de passe robuste. Nos serveurs utilisent une politique de mot de passe stricte, au moins 4 caractères, dont obligatoirement le mot admin. Alors c'est marrant, Jonathan, effectivement, tu dis c'est un design system public, mais ils utilisent quand même pas le design system. C'est ça qui est marrant. C'est qu'ils s'y inspirent, mais c'est quand même pas le design system. Mais c'est très proche. Voilà, des chiffres clés. Bon, c'est évidemment de la blague, hein, c'est pas des vrais trucs, mais c'est vrai que c'est assez fou quand même de se dire que voilà. Les trucs en bas à droite sont. Alors vous les voyez pas parce que je suis devant, mais il y a en plus des petites. Ça vous poussera à aller visiter le site, ceci dit. Mais il y a des petites blagues. Attendez, hop. Le mot de passe par défaut du serveur a été changé, il était admin, maintenant il est admin 1. Enfin, il y a des blagues qui s'affichent en bas à droite constamment. Ça a peut-être été un peu généré par une IA, ou en tout cas le truc a été peut-être un peu facilité, j'en sais rien. Mais en vrai, le site est relativement facile à faire et rapide, donc je pense que non, c'est des gens qui l'ont fait à la main. Mais ouais, c'est assez rigolo. Et
Dinatoire, t'as raison, faut pas utiliser les trucs du design system de l'État, mais après l'exception de parodie elle existe, et surtout en fait, comme vous voyez, il n'y a pas besoin d'utiliser les briques officielles du design system si vous voulez faire une parodie, le design system est suffisamment simple pour le refaire à la main si vous avez envie de faire des trucs rigolos quoi. Non, cette idée n'ont pas installé de pare-feu OpenOffice. Ce qui ne fuit pas n'a pas vraiment été numérisé, bref. Oui, plein de gens font des blagues, parce qu'effectivement il y a des trucs très drôles. Moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est rôle de la CNIL. La Commission nationale de l'informatique et des libertés est trop occupée durant sa séance d'aquaponie pour vous aider. Vous fuitez, nous publions, ils ont piscine. Tout ça avec environ 1 jour de travail par an, magnifique, non? On sent quand même qu'ils ont un petit truc contre la CNIL. Après, je dois l'avouer, la CNIL, elle est un peu décevante aussi, faut le dire. Enfin, il y a des autorités de gestion des droits des données personnelles dans d'autres pays en Europe qui font bien mieux, je trouve, le boulot en termes de répression, alors que la CNIL ne fait que de... Alors je vais pas dire la communication, mais fait que de l'accompagnement. Mais à un moment, quand ça fait 15 ans que tu fais l'accompagnement, à un moment, faut quand même sortir les crocs, quoi. Enfin, à un moment, des fuites, on en a tout le temps, quoi. Donc, outre la blague de France Fuite, je vous laisserai découvrir ce qui se passe quand on clique sur créer un compte ou l'espace interne, qui est vraiment ridicule, voilà, les à propos... Enfin, ils se sont bien fait plaisir avec un catalogue. J'ai aussi quand même le catalogue officiel de Fuite, c'est marrant parce que c'est juste un truc lié aux cantines scolaires d'une région, on pense qu'il y a un problème, on sait pas trop. Quelque chose de médical, on enquête. Apparemment ce trimestre, c'est vraiment, c'est trollesque quoi. Mais un repas de cette année qui s'est mal passé, voilà, on sait pas. Une base nationale quelque chose, on sait plus. Les wifi qu'on sait pas. Mais c'est vrai que pour souligner à quel point on a l'impression que c'est fuite sur fuite sur fuite sur fuite. Mais si vous voulez un vrai catalogue de fuite, il y a un certain Aegis qui des fois m'énerve parce que je trouve que Aegis va trop loin dans ses caractérisations de RGPD, mais je peux pas lui retirer que par contre c'est quelqu'un qui s'intéresse vraiment à ce sujet et qui le fait très bien, qui a fait un truc qui s'appelle Bonjour la fuite. Alors Bonjour la fuite, je vous mets le lien de Bonjour la fuite d'ailleurs dans le chat, je mets pas tous les liens dans le chat, des fois j'oublie, mais celui-là par contre ça peut être marrant pour vous de se balader dedans. Ça s'appelle C'est qui a fuité aujourd'hui, et en fait ça liste toutes les fuites en France. Et en fait, tu te rends compte qu'il y en a tout le temps. Système U, si vous savez pas, c'est les magasins U. Fuite, nom, prénom, etc. À chaque fois en plus il y a la source, donc ça met les mails des gens que les gens reçoivent parce qu'il y a eu une fuite. L'Agence nationale des fréquences, ceux qui notamment font des trucs, là c'était par exemple, c'était le Scope, c'était ceux qui utilisaient le service radio maritime. Hop, ça fuite. Parcoursup, ça rend fou. Parcoursup, si vous avez utilisé Parcoursup en 2023 ou en 2025 en Occitanie, eh ben, y a des infos qui fuitent. Alors non, c'est pas Haven Been Pwn, mais c'est l'équivalent français de Haven Been Pwn, parce qu'en fait, là, le but, c'est pas de savoir si tu as été... ça utilise pas, il n'y a pas les notions, il n'y a pas les listes, en fait, d'emails concernés, quoi. Parce que Iris fait pas ce boulot-là, et Ferranov, parce que c'est énormément de boulot. Troy Hunt fait énormément de boulot pour faire Have I Pwn. Mais je vais en parler après, t'as raison d'en parler, The Hunter, parce qu'il y a des gens peut-être qui connaissent pas Have I've Been Pwn, qui est très intéressant. Là, on parle vraiment du côté français. Et quand je vous montre, quand il dit Kiki a fuité aujourd'hui, là, on parle du 24 avril, 23 avril, enfin, c'est tout le temps, quoi. 22 avril, Wazari, je connais pas, Rituals, 22 avril, Je jouais le 17 avril, Bazar du manga, Moulin Rôti, Brit Hotel, La Police Nationale, oui bonjour, via e-Campus où il y a les informations de 170 000 agents qui fuitent, la fameuse NTS dont on parlait qui date du 15 avril, l'Éducation nationale et du Connect, il y a des trucs qui fuitent, il y a Grenoble, Château Royal, ça c'est quoi ça déjà, je me souviens plus, c'est les données sensibles en plus parce qu'il y a les justificatifs de revenus de Imogen, Basic Fit, le 13... Là on est que le 13 avril, la quantité de trucs qu'il y a. Booking, oui, le fameux booking.com, je pense, voilà, booking.com, où il y a des trucs qui fuitent, ça fuite de partout. C'est pas possible, quoi. Il y en a énormément. Je scroll, j'ai toujours pas fini le mois d'avril, on est le 27, C'est encore, regardez, ça n'arrête pas. Il y en a tout le temps. C'est un truc de dingo. Même Force Ouvrière, un syndicat, donc c'est quand même des informations importantes et tout, accès autorisé à certaines informations de l'annuaire avec des informations d'identification, nom, prénom, etc. Par le syndicat, c'est pas rien, enfin c'est des informations qui peuvent être confidentielles, graves et tout, et ça fuite. Et ça fuite, 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 et ça fuite. Et il y a une partie de moi qui est en mode hug up, c'est-à-dire en fait quand t'es sysadmin, des fois c'est des trucs terribles, c'est le pire cas, mais des fois ça peut arriver, c'est dramatique.
Ce qui m'embête, c'est qu'en fait, c'est tellement devenu courant qu'on y est devenu insensible. C'est-à-dire que, fondamentalement, c'est plus un sujet. Non mais regardez, j'ai scrollé, on en est qu'au 24 mars. Et apparemment, les trucs de la Commission Européenne, ça fait flipper. Le truc du Crous, enfin c'est... Oh, ça n'arrête pas, quoi. On est que en mars encore. Hein. Et je scrolle encore. Ça n'arrête pas. Absolument liquéfié par les fuites. Non mais vous vous rendez compte, c'est-à-dire que c'est des fuites non-stop. Et alors Cap a raison de dire, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors évidemment, on dirait, utilise un cogni. Non, on n'utilise rien de tout ça. Tu peux rien faire. Et tu peux rien faire parce que... Enfin, tu peux pas faire grand-chose. Parce que, à un moment, j'ai envie de dire, les gens qui disent, oui, mettez pas vos données partout. À un moment, c'est juste, est-ce que vous voulez vivre? C'est-à-dire que, si vous en êtes au stade où vous ne faites rien de tout ce qui est indiqué ici, en fait, vous vivez en autarcie. Et à un moment, vous avez le droit aussi de vivre. Donc non. Ce qu'on peut faire, c'est demander plus aux gens. Ça, par contre, c'est vrai que c'est important. C'est-à-dire d'engueuler, de gueuler plus fort de toutes ces fuites. De dire qu'à un moment, c'est pas rien, quoi. Mais par contre, il y a un moment, il faut se dire, hein, les données de quasiment tous les Français, enfin les données de base, nom, prénom, date de naissance, elles sont quasiment toutes, en fait, désormais, elles sont quasiment toutes publiques. Je veux dire, 1,2 million de comptes de la DGFiP. C'est ouf quand même, ça, j'avais pas vu ça passer. Fichier national des comptes bancaires. Vous imaginez quand même. Ce serait bien cette liste, quelles failles ont été utilisées à chaque fois. Ouais, mais en fait, on n'a pas forcément l'info à CETI. Là, on a juste les informations publiques et c'est très rare qu'on nous dise en fait. Il y a très peu de post-mortem complets qui donnent l'information de quelles failles ont été utilisées. On a très peu de choses. Surtout dès lors que c'est public ou que. Il y a des éléments classifiés de l'armée de terre, what the fuck. L'INRIA, voilà. À chaque fois, sachant qu'on n'a pas accès aux données, hein, on a juste éventuellement le mail de l'information comme quoi ça a été fuité, quoi. Les mails qui sont désormais obligatoires, heureusement. Mais ça n'arrête pas, quoi. Et je vous avais dit un truc, je sais pas à quel point... alors regardez, quand je scroll, ça n'arrête pas, hein, il y en a des centaines et des centaines. Mais un truc qui m'avait marqué, qui était vraiment dramatique, voilà, c'est ça. Pour moi, le début de la fin, c'était celle-là. Alors c'est marrant, il a quasiment commencé par ça. C'est celle-là. Almeris et Via Medis. Je sais pas si vous savez ce que c'est que Almeris ou Via Medis. Si vous ouvrez votre carte d'assuré, d'assurance santé, donc votre carte de mutuelle, et que vous regardez dessus, je vais pas vous la montrer parce que vous auriez accès à une information que j'ai pas envie de vous donner, évidemment. Mais si vous regardez dessus, vous verrez sans doute le nom soit d'Almeris, soit de Via Medis. Alderis et Via Medis, ce sont les deux principaux intermédiaires d'envoi d'informations de santé en termes de remboursement. Tout le monde, enfin quasiment tout le monde en France a une mutuelle. C'est-à-dire qu'il y a les noms, prénoms, date de naissance et ultra grave numéro de sécu et nom de l'assureur qui sont dans la nature. 33 millions de personnes. Un Français sur deux. Vous vous rendez compte ? Un Français sur deux. Et donc, il y a un petit côté défaitiste chez moi où je me dis, en vrai, il faut continuer à essayer de défendre les données personnelles, c'est important. Mais quand t'as ça qui a été diffusé, c'est game over en fait. C'est-à-dire que on a l'annuaire de tous les Français qui existent. Enfin, d'un Français sur deux de fait. Mais c'est beaucoup. D'un Français sur deux qui existe. C'est délirant. C'est épuisant. Ça rend fou. Donc j'avoue. Tchak n'a pas tort sur un point. Alors oui, d'ailleurs salut Tchak, content que tu sois là. Je suis assez d'accord avec ce que dit Grotsen aussi. Grotsen qu'on connaît. J'avoue que j'attends avec impatience le moment où il y aura une fuite de données tellement large qu'on mettra fin à cette situation complètement conne, c'est vrai, où la simple connaissance de nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance et numéro de genre carte nationale d'identité permet une usurpation d'identité. Aucune de ces informations ne devrait être secrète. Si le fait qu'elle fuite permet quoi que ce soit contre la personne pour qui ces données ont fuité, il faut corriger ce problème. On devrait même pouvoir poster publiquement un scan HD de sa carte nationale d'identité sans que ça permette d'usurper l'identité. J'en ai vraiment marre de cette société qui a la lubie de tout le temps contrôler l'identité des gens sans raison valable, bon ça c'est vrai, mais qui le fait à partir de bases totalement moisies à la sécurité desquelles personne ne réfléchit sérieusement. Personne ne sait vraiment ce qu'on cherche à contrôler, quoi. Et je suis assez d'accord avec son point de vue.
Et oui. Et Jonathan a raison de placer que de toute façon, en fait, toutes ces histoires d'assurance santé privée ou de mutuelle, en fait, tout ça, c'est juste parce qu'on n'a pas une sécu à 100%. Et ça, c'est très vrai. Ça, c'est très très vrai. Post de gros scène sur Blue Sky. Je note le lien pour les gens de la VOD. N'oubliez pas qu'il y a tous les liens dans la description si vous regardez la VOD. Salut Gennoy. Hey, trop content de te voir. Trop content de tous vous voir, vous êtes nombreux, c'est trop chouette. C'est marrant, à 21h, j'ai techniquement moins de monde, mais plus de gens que je connais. C'est trop marrant, et je suis trop content de vous voir. Non pas que j'avais pas les gens que je voyais l'après-midi, c'était super, mais là, je suis très content de vous voir. Donc voilà, donc un vrai sujet de fond, à quel moment on arrête en fait. Qu'est-ce qu'on arrête avec ces conneries-là? Est-ce qu'on refonde différemment ça? Est-ce qu'on se base sur... je vais pas la montrer, même si j'ai très envie, mais la petite puce... Si je peux montrer des tout petits bouts, je fais très attention. Mais il y a une puce là sur ma carte d'identité. Est-ce qu'on pourrait se baser un peu plus là-dessus par exemple, même si bon c'est pas l'alpha et l'oméga, mais au moins ça donne un truc. C'est typiquement ce qui est utilisé pour France Identité et notamment des métiers libres pour faire de la procuration, potentiellement du vote en ligne à long terme, en tout cas sur des élections dans lesquelles il ne sera pas à niveau national pour éviter des risques de piratage, etc. Il y a des discussions qui peuvent se faire. Mais aujourd'hui je trouve qu'on a quand même un sujet avec toutes ces fuites quoi. Ça a trop fuité. Et vous pouvez pas changer de... Alors, et là, c'est compliqué d'ailleurs de changer de prénom et de nom, ça c'est un autre sujet, plus sociétal et ça fait chier que ce soit si compliqué. Mais vous pouvez pas changer ce genre de choses, vous pouvez pas changer votre date de naissance, ça par contre. Vous pouvez pas changer votre numéro de sécu non plus, enfin, peut-être le premier chiffre éventuellement et du coup la clé, mais c'est à peu près tout. Donc c'est vrai que ça rend fou quoi. L'identité numérique basée sur la crypto asymétrique est prometteuse, mais il y a du chemin. Oui, et j'en parlais dans lundi.dev, allez, on refait le petit moment promo, mais... je suis assez d'accord avec ça. L'app européenne de vérification de l'âge est techniquement prête et c'est une bonne nouvelle, etc. Moi, je suis content que ça avance un peu sur ces sujets. C'est pas parfait, il y a plein de problèmes. Il y a des gens qui arrêtent pas de dire oui, on arrive à péter le truc et tout. Mais en vrai, moi, je suis content qu'on essaie d'avancer un peu sur ces sujets-là, même si c'est pas parfait et qu'on essaie d'améliorer quoi. Je m'attends pas à un truc idéal. Il y aura plein de problèmes, il y a plein de sujets de fond, mais on faut qu'on avance sur ces sujets-là de comment on essaie de s'identifier en ligne pour les sujets régaliens plus. Et aujourd'hui, on n'est pas très bon quoi. Changer de numéro NIR sécu compliqué quand on sait que les numéros, je pense que Cowboy de dire, sont déduits de ton genre, enfin ton sexe techniquement, parce que voilà. Et puis que tu as donc t'as ton département. Ton année de naissance, ton mois de naissance, ton département, le numéro de ta ville et ensuite ton numéro d'ordre et ensuite une clé. Je crois, c'est dans ce sens-là. Mais ouais. Bref, donc voilà, tout ça pour dire, ça fuite de fou. Ça fuite. J'ai une question, un appel à témoignage. Est-ce que vous avez déjà subi une usurpation d'identité à cause de données fuitées ? Alors je sais qu'on est relativement peu nombreux en direct, on est 14, hein, donc je m'attends pas à ce qu'il y ait énormément de gens, mais peut-être que parmi les 14, il y a déjà quelqu'un qui en a souffert. Moi j'ai jamais souffert d'une usurpation en utilisant mes données personnelles. Et je voulais surtout en profiter pour dire, vous laissez pas faire, laissez pas avoir, pas très français, mais par tous ces vendeurs de incogni et trucs comme ça. Enfin incogni c'est pas la même chose, incogni c'est de faire des auto-suppressions de données, mais... tous les gens qui vous font croire qu'il y a beaucoup d'usurpation d'identité, ça peut arriver, mais en vrai, aucun achat d'abonnement, de surveillance, de données, machin, changera grand chose. C'est pas comme ça que ça marche. C'était lui dit moi non, des collègues ayant frôlé l'interdit bancaire à cause de microcrédits faits à son nom sur toutes les plateformes. Ça, c'est dramatique. Hein. Ça, le fait que ce soit pas mieux régulé, ça rend fou. The Hunter nous dit au point où on est, un peu pété sera toujours mieux que la boîte nommée après la boule de cristal du Seigneur des Anneaux. Oui, c'est important de le dire, c'est assez fou quoi. Non, pas eu de vol d'identité pas eu d'usurpation d'identité via vol de données, mais malveillance sur le Skyblog. Chuck nous dit pour moi, il faut aller vers des clés physiques. C'est pas si compliqué à expliquer au grand public, tout le monde a déjà des clés pour la maison et la voiture. Ça, je suis assez d'accord. Moi, je suis très fier de vous dire que j'ai une YubiKey. Cloudflare à une époque faisait une grosse promo quand ils ont commencé à proposer du 2FA sur Cloudflare et c'était genre 10 balles la clé ou 15 balles la clé. J'en ai acheté 4
Et je suis trop content aujourd'hui d'avoir fait cet achat parce que YubiKey c'est un peu le Apple de la clé, comme ça, de toute façon, ils sont connus comme étant très bons, etc. Et YubiKey c'est vraiment très très bien. C'est pas très cher, je crois que c'est 30 balles, on va regarder comment ça coûte YubiKey. Je sais plus combien ça coûte aujourd'hui YubiKey. YubiKey. C'est un peu cher, je crois. Mais en vrai, c'est très très bien. Novice. Oui, c'est celle-là, d'accord. Combien ça coûte? Ouh, bizarre votre site. Desktop of laptop, tablette. Oui, non, mais je m'en branle. Non, mais ça, je m'en fous. Continue. USB-C et wireless. Non, mais USB-C sinon, paf. No. Hop. Wireless. Hop. Voilà, YBC machin. Et comment ça coûte? Ad. Tu veux pas me montrer d'abord comment ça coûte au lieu de me faire un ad? Bon, là, on va regarder quand même. Waouh, 70 balles. Ouais, bon, là, c'est un peu cher par contre. Non. mais, 70 €, putain, ils se font pas chier. YubiKey, c'était beaucoup moins cher que ça avant. Après, il y a la TVA dessus. Mais 70 balles, oubliez ce que je viens de dire, 70 balles. Oui, NFC, mais bon, moi j'ai pas payé 70 balles à l'époque. Après, ceci dit, moi mon conseil, vous en achetez 2. Ou 4 si vous avez un ou une partenaire. Mais vous en achetez 2. Non, tu peux pas être do it yourself, ce genre de truc esthétique. Quand c'est lié à la sécurité, non. Ça peut valoir le coup de l'acheter une fois. Mais c'est bien d'en avoir 2, comme ça, vous enregistrez les 2, et comme ça, vous en laissez une chez vous, ou dans un endroit où vous êtes tranquille. Et vous en avez une avec vous. Comme ça, si vous la perdez, bah, vous avez toujours l'autre, quoi. Sachant que c'est un élément, ça doit être un 2FA, c'est-à-dire que vous devez quand même avoir vos mots de passe, par exemple, pour que ça ne doive pas suffire, quoi. Ça doit pas être que ça. Un ou une partenaire, qu'est-ce que c'est? Alors ça s'achète beaucoup plus cher, pardon. Tchac, la grosse limite, c'est que quand tu perds des clés de la maison, t'appelles un serrurier, c'est plié. Quand tu perds une YubiKey et que t'as un appât de copie, c'est la merde. C'est pour ça que je dis, c'est bien d'acheter 2. Alors c'est vrai que ça fait encore plus cher, mais achetez-en 2. Et quand vous enregistrez, bah vous enregistrez l'autre. Comme ça, vous en avez toujours 2. Bon. En vrai, c'est pas encore parfait, mais voilà. Ça commence à 35 €. Ah oui, donc j'ai vraiment eu le pire truc, quoi. Mais je sais pas pourquoi j'ai... Shop now. Moi, on me dit 69. Après, c'est peut-être quand on achète plein, quoi. Plus t'en achètes, plus moins c'est cher, quoi. Quoique, hein, non. Hein. Mais peut-être sur Amazon YubiKey. Là, pour coup, je suis pas un utilisateur systématique d'Amazon, mais je pense pas qu'à la Fnac... Non, mais c'est aussi cher, hein. 69... Ah, mais non, mais c'est beaucoup moins cher, là, par contre. C'est quoi la différence? Ah, parce qu'il y en a une à USB-C et l'une qui est USB-A. Ok, ça c'est un truc. Alors ça oui, parce que vous pouvez avoir YubiKey, mais en plus ça détecte votre doigt. Donc voilà. Ah non. Ah, merci Jonathan. Donc il y a une version de YubiKey quand même qui est moins chère. Je vous disais que j'avais pas payé aussi cher, parce que je pense que la nouvelle elle doit avoir des fonctionnalités dont on n'a pas besoin. Tu vois, moins cher de la série 5, oui, c'est ça. En gros, voilà, vous pouvez l'avoir à 35 €. 35 €, je pense que, voilà, si vous avez un salaire de développeur, un salaire de développeuse, bon, peut-être vous pouvez le permettre pour améliorer drastiquement votre sécurité. Et ce qui est très bien, c'est que c'est compatible avec énormément de sites. Et c'est très cool. Ça, j'avoue, voilà. Sachant qu'il y a aussi une autre alternative. En gros, moi j'ai tous mes sites, il y a forcément une YubiKey dessus. Parce que c'est mon truc clé. Mais souvent, pour les sites où je vais souvent, j'enregistre également. Ça, là, vous le voyez là, sous ma moustache. Ici, non, là. C'est le Touch ID de votre clavier. En fait, il y a de plus en plus de claviers ou de systèmes qui vous proposent d'enregistrer quand même aussi un doigt ou quelque chose. Et ça fait comme une YubiKey en fait. Donc ça, c'est pratique. Donc n'hésitez pas. Le plus cher, ça permet de stocker directement du OpenPGP. Vous voulez pas faire ça. En fait, je trouve que c'est une très mauvaise idée de mettre trop de trucs sur votre clé. Parce que si vous voulez vraiment... mais vous êtes pas... Enfin, non. L'intérêt du 2FA, c'est d'éviter que quelqu'un se fasse passer pour vous. Vous n'êtes pas Fabrice Arfi. Vous n'êtes pas Edoui Plenel. Donc c'est bien de faire bien, mais partez pas dans le délire non plus, quoi. Celle de base, elle est très bien. Ça marche bien. Et voilà. Juste peut-être prenez de l'USB-C plutôt que de l'USB-A pour pas vous retrouver comme un couillon dans 5 ans. Mais c'est à peu près tout, quoi. Voilà. Jack nous dit Apple n'autorise l'usage de clés que si tu en configures minimum 2. Je pense que plus de révisions le faire. Je suis assez d'accord. Après, sinon, ce que vous pouvez faire, c'est vous mettez une clé et vous mettez chez vous une petite carte avec les petits codes supplémentaires. Ça marche aussi, quoi. Mais voilà. Donc voilà, c'est un petit PSA. Achetez des YubiKey. Je mets un lien d'ailleurs YubiKey, hop.
J'ai pas de sponsor, hein, évidemment, et j'ai même pas de lien qui me rapporte des sous. Mais voilà, n'hésitez pas à acheter des YubiKey. Pourquoi on parlait de ça ? Parce qu'on parlait de 2FA et qu'on parlait de l'importance, voilà, parce que le two-factor authentication, c'est quand même pratique pour, même s'il y a une fuite de données, bon, ça fait chier parce qu'il y a une partie de vos données qui sont parties, mais qu'on a beau craquer le hash, c'est pas très grave, le hash de votre mot de passe, voilà. Salut Benjamin, trop cool de te voir. Il y a de la pub sponsorisée pour les YubiKey. Hélas non, je ne gagne pas d'argent sur le fait que j'essaie de pousser les gens à acheter YubiKey. Si vous voulez une alternative à YubiKey, il y en a plein. Moi je dis juste que c'est pas mal d'acheter sur les trucs de sécurité, les trucs qui ont pignon sur rue. Mais... Alors, en plus, vous êtes sûr qu'il y a une backdoor de la NSA dedans, ça c'est cool. Bref. Donc, on parlait des fuites. Les fuites c'est fait. On a parlé des fuites, on a dit que c'était un sacré scandale. Je vous propose qu'on parle ensemble d'un certain édito. Un édito. De lui, là. Ce monsieur-là. Ce monsieur, c'est Nilay Patel. Nilay Patel, c'est le rédacteur en chef, si ma mémoire est bonne. Je crois que c'est... Ils le disent là, si je... Non, c'est en bas. Voilà, éditeur in chief. Donc c'est le... Ouais, non, c'est pas... Éditeur in chief ? Est-ce que c'est le rédacteur en chef, un éditeur in chief, tiens ? Translate. Oui, c'est un rédacteur en chef. Le rédacteur en chef de The Verge. J'ai un moment de doute. Des fois, t'as des faux amis ou des trucs un peu bizarres. Nilay Patel, il dit pas que des conneries. Des fois, il a des trucs un peu pétés. Mais je trouve que cet édito, il vaut le coup. Et il vaut le coup qu'on en parle ensemble. Et on va en parler ensemble comme vous le savez, je fais à chaque fois, je le translate via Google Translate parce que le traduire à la volée en français, c'est chiant. Ça me bousille mon cerveau, c'est déjà, il est déjà tard, entre guillemets. Donc, je vous propose qu'on lise cet édito qui est très bien. De la part de Nilay Patel sur à quel point les gens ne supportent pas l'IA et pourquoi ils n'aiment pas l'IA. Mais c'est pas qu'une histoire de l'IA, c'est des services qu'on essaie de nous vendre depuis des années et des années. Il y a un autre article très bien, mais je pense qu'on n'aura pas le temps de le lire, on verra. Qui s'appelle Pourquoi... attends, je crois que je le retrouve. La Silicon Valley a oublié ce que les gens normaux aiment, sont intéressés. Mais je trouve que cet édito, c'est un éditeur, bien joué Hunter. Je trouve que cet édito est pas mal et plus simple, enfin moins dans le décor que le précédent. Ça vous va je vais juste vous poser une question très simple dans le chat. Avez-vous lu cet édito ? Pour voir si je me répète ou pas. Avez-vous lu cet édito ? Je vous pose le sondage. Oui, déjà lu. Non, juste vu passer. Non, même pas vu passer. Voilà, paf. Et vous pouvez voter 2 minutes. Paf. Ça me permet de moi savoir si je vous parle que de trucs que vous avez déjà vus ou pas. Allez. C'est parti. On va en parler ensemble et je pense que ça va nous intéresser. Nilay Patel nous dit donc dans cet édito, le peuple n'aime pas l'automatisation. Les intelligences artificielles, pour être précis, software brain, donc c'est-à-dire les sortes de cerveaux logiciels, sont en train de changer le monde, mais la plupart des gens n'y adhèrent toujours pas. Benjamin. Donc voilà, Nilay Patel est rédacteur en chef de The Verge, animateur du podcast Décodeur et co-animateur de The Vergecast. Aujourd'hui, dans Décodeur, parce que c'est donc vous aurez compris, c'est un transcript de Décodeur, mais vous savez, c'est assez court. Hein. La version audio, elle dure 7 minutes, et nous on va sans doute le lire un peu plus vite. Aujourd'hui dans Décodeur, je souhaite vous présenter une idée qui me trotte dans la tête depuis des semaines suite à nos reportages sur l'IA et nos discussions dans cette émission. Je l'appelle le cerveau logiciel, software brain. Une façon particulière. Alors c'est pas cerveau logiciel, d'ailleurs c'est la réflexion de pensée software. En gros c'est le mode de pensée software. Parce que software brain c'est genre vos cerveaux commencent à penser que en software quoi. C'est dans ce sens-là. Donc c'est dans ce sens-là software brain. Bon, alors, ils disent cerveau logiciel mais c'est genre... le cerveau le détraqué du logiciel en fait c'est ça entre guillemets. Une façon particulière d'appréhender le monde qui intègre, ou le point de vue logiciel on va dire, point de vue logiciel c'est pas mal pour software brain. Le point de vue logiciel, une façon particulière d'appréhender le monde qui intègre tout dans des algorithmes, des bases de données et des boucles, bref des logiciels.
Oui, c'est ça. Algorithm, database and loops, c'est vraiment ça. Des algorithmes, des bases de données, des boucles, bref, des logiciels. L'intelligence artificielle est une force puissante. C'est un mode de pensée qui a fondamentalement façonné notre monde moderne. Marc Andreessen... Attends, du coup, c'est vraiment l'intelligence artificielle qu'il a mis en premier ? Non, Software Brain, du coup. Ouais, non, alors par contre, là, on va se faire avoir un peu par Google Trad qui va essayer de le placer à différents endroits. Voilà. Effectivement, Benjamin, c'est forcément écrit par une IA. Il y a un EM-dash. Donc, ce point de vue logiciel est une force puissante. C'est un mode de pensée qui a fondamentalement façonné notre monde moderne. Marc Andreessen, quelqu'un, je ne passe pas plus que ça, incarnation même de ce point de vue logiciel, l'a évoqué en 2011 dans sa tribune intitulée « Pourquoi le logiciel dévore le monde ?» Ça, vous avez peut-être entendu parler à l'époque. Publié dans le Wall Street Journal. Mais le point de vue logiciel a décuplé... Non, mais Mais l'intelligence artificielle a décuplé ce point de vue logiciel, cette pensée logicielle, ce qui, à mon avis, explique en partie l'immense fossé entre l'enthousiasme du secteur technologique pour cette technologie et le rejet croissant qu'elle suscite chez le grand public. Alors je regarde d'ailleurs le résultat. D'accord, vous êtes... Il n'y a qu'une seule personne ici qui l'a déjà lu, donc c'est bien. Sinon vous allez tous le redécouvrir. Alors, mais l'intelligence artificielle a découpé cette pensée logicielle, ce qui, à mon avis, explique en partie l'immense fossé entre l'enthousiasme du secteur technologique pour cette technologie et le rejet croissant qu'elle suscite chez le grand public. Désolé, j'ai dû faire deux trucs en même temps. En réalité, les sondages sont tellement concluants, enfin tellement caractéristiques, clairs, tranchés, qu'on peut affirmer sans hésiter que beaucoup de gens détestent l'IA. Et que la génération Z, la Gen Z en particulier, semble la détester de plus en plus à mesure qu'elle la découvre. Un sondage de NBC News montre que l'IA est moins bien perçue que l'ICE. Et à peine mieux que la guerre en Iran et les démocrates en général. Les démocrates qui sont quand même pas très populaires. On sait que les républicains sont pas très populaires, mais les démocrates, c'est pas simple non plus aux US. Et ce, alors que près des 2/3 des personnes interrogées ont déclaré avoir utilisé ChatGPT ou Copilot au cours du mois précédent. On peut pas dire qu'ils connaissent pas. Une étude de Quinnipiac, c'est une sorte de Ipsos local, révèle que plus de la moitié des Américains pensent que l'IA fera plus de mal que de bien. C'est énorme. Tandis que plus de 80% se disent très ou assez inquiets à propos de cette technologie. Seuls 35% des Américains se montrent enthousiastes. Alors que je crois qu'il n'y a pas un peuple dans le monde qui est normalement aussi soit technophile, soit pro-changement. Les Américains là-dessus, c'est un truc qu'on peut pas leur enlever habituellement. Sondage après sondage, il apparaît que la génération Z est celle qui utilise le plus l'IA et qui a le sentiment le plus négatif à son égard. Un récent sondage Gallup a révélé que seulement 18% des membres de la génération Z étaient optimistes quant à l'IA, contre 27% l'année dernière. Un chiffre déjà préoccupant. Parallèlement, la colère grandit. 31% des personnes interrogées de la génération Z se disent en colère contre l'IA, contre 22% l'année dernière, donc en plus en plus. Bien sûr, je discute avec de nombreux dirigeants et responsables politiques du secteur technologique ici sur Décodeur. Je pense que c'est des responsables politiques et des dirigeants du secteur technologique, bref. Et je peux vous dire qu'ils savent tous que l'IA est impopulaire et qu'ils en constatent tous les conséquences concrètes. Voilà ce que dit Satya Nadella, le PDG de Microsoft, à propos de la nécessité pour l'industrie technologique de justifier ses investissements dans l'IA. Satya Nadella dit « Au final, je pense que ce secteur, auquel j'appartiens, doit obtenir l'autorisation sociale de consommer de l'énergie parce que nous faisons du bien au monde. » On peut affirmer sans risque que se tromper sur le secteur technologique et l'IA... On peut affirmer sans risque de se tromper... Ah pardon, je la refais. Mes excuses, 2 fois. On peut affirmer sans risque de se tromper que le secteur technologique et l'IA n'ont pas encore obtenu l'adhésion de la société. Des politiciens de tous bords s'opposent à la construction de centres de données, data centers. Les élus locaux qui soutiennent ces centres sont battus aux élections. Et fait particulièrement désolant, qui témoigne de la violence politique omniprésente dans le quotidien américain, des politiciens ayant soutenu les centres de données ont vu leur maison prise pour cible. Le PDG d'OpenAI, Sam Altman, a notamment été cible de jeux de cocktails Molotov.
C'est triste de devoir le répéter dans cette émission, puisque on rappelle c'est un transcript d'une émission, et c'est triste de constater que certains commentateurs ne seront peut-être pas d'accord, mais cette violence est inacceptable. C'est que je suis assez d'accord quand même, on n'envoie pas des cocktails Molotov s'il vous plaît. Si vous voulez vous opposer durablement et efficacement à l'IA, vous devez vous faire entendre par vos achats, votre présence sur internet et votre vote. J'ajouterais, et par des manifestations et plein de choses, mais pas obligé d'envoyer les cocktails Molotov non plus. Vous devez participer au processus démocratique, réglementaire et politique, tout autre choix sera ignoré et ne fera que perpétuer ce cycle, ce rejet est déjà en cours. Je suis assez d'accord, genre, ça peut braquer les gens, pas forcément de manière pertinente. Oui, Benjamin a raison de souligner qu'au moins Satya souligne qu'il y a un sujet avec l'énergie alors que Sam dit non. Je pense également qu'il est crucial que nos responsables politiques et les dirigeants du secteur technologique veillent à ce que notre système politique donne aux citoyens un sentiment de pouvoir et d'autonomie, et non d'impuissance. Or, cette forme de nihilisme est à laquelle ils ont tous largement contribué. La violence découle de ce sentiment d'impuissance, et de ce nihilisme, les personnes les plus influentes de nos sociétés devraient en prendre conscience. Surtout lorsqu'elles affirment à tort et à travers que l'IA va supprimer tous les emplois. Je n'exagère même pas, voici Dario Amodei, PDG d'Anthropic, qui déclare que l'IA va supprimer tous les emplois. Dario. Les emplois de début de carrière dans les domaines comme la finance, le conseil, la tech et bien d'autres, les emplois de col blanc débutants, m'inquiètent. Je crains qu'ils ne soient d'abord complétés, puis rapidement remplacés par des systèmes d'IA. Il est difficile de prévenir l'avenir, mais nous pourrions bien être confrontés à une grave crise de l'emploi, car le vivier de candidats pour ces emplois de col blanc au début de carrière commencera à se réduire par peau de chagrin. Bah oui, à qui la faute du con? Pardon. Ça c'est bon ajout. C'est pas ce que disait Nilay Patel. De ce que je constate en regardant les vidéos comme celle-ci, c'est le véritable fossé entre le secteur technologique et le grand public concernant l'IA. Les limites de ce point de vue logiciel, de ce cerveau, cette pensée logicielle. Comme j'ai dit, tous les acteurs du secteur comprennent à quel point le grand public déteste l'IA. Ce qui, à mon avis, leur échappe, c'est la raison. Ils pensent qu'il s'agit d'un problème de marketing. Les macrotistes diraient de pédagogie. Ce qui est, à mon avis... Non, pardon, je la refais. Ils pensent qu'il s'agit d'un problème de marketing. OpenAI vient de dépenser 200 millions de dollars pour acheter le podcast TBPN, car l'entreprise pense que cela contribuera à rendre l'IA plus sympathique. Sam Altman l'a d'ailleurs affirmé clairement. Sam Altman. Oh, ce sont des génies du marketing et j'aimerais bien avoir un marketing plus efficace. Quelques-uns me disaient récemment que si l'IA était candidate à une élection, elle serait la candidate la moins populaire de l'histoire. Et vu les choses incroyables que l'IA peut faire, je pense qu'il faut absolument un meilleur marketing pour elle. Il me semble nécessaire de le dire clairement, alors je me lance, l'IA n'a pas un problème de marketing. Tout le monde utilise ces outils au quotidien. Alors pas tout le monde, mais beaucoup de monde. ChatGPT compte 900 millions d'utilisateurs hebdomadaires. C'est fou ce chiffre. 900 millions d'utilisateurs hebdomadaires. Un chiffre en passe d'atteindre le milliard. Et tout le monde a déjà vu des présentations d'IA dans des résultats de recherche Google. C'est vrai, les trucs en haut, les overviews IA, il y en a un peu moins en Europe, mais ça commence à arriver. Mais aux US, c'est systématique et c'est nul à chier d'ailleurs. Donc, et tout le monde a vu des présentations d'IA dans les résultats de recherche Google, et une quantité impressionnante de contenu de piètre qualité dans son fil d'actualité. On ne peut pas empêcher les gens de réagir à leurs propres expériences par la publicité. Il y a là un... Oui, on peut pas les empêcher d'avoir leurs idées juste avec la publicité. Il y a là un décalage fondamental entre la façon dont les spécialistes du numérique, avec leur esprit analytique, perçoivent le monde et la façon dont les gens ordinaires vivent leur vie. Alors, qu'est-ce que c'est que cette pensée logicielle ? La définition la plus simple que j'ai trouvée est la suivante. Il s'agit de percevoir le monde entier comme une série de bases de données contrôlables grâce au langage structuré du code informatique. Comme je l'ai dit, c'est une perspective très puissante. Une grande partie de nos vies repose sur des bases de données, et de nombreuses entreprises importantes se sont développées autour de la maintenance de ces bases de données et de leur accessibilité, enfin d'y avoir accès. Zillow, alors c'est qu'on n'est pas trop là-dedans, mais on va dire c'est une sorte de se loger quoi, est une base de données de maisons. Uber est une base de données de voitures et de passagers. YouTube est une base de données de vidéos. Et le site web de The Verge est une base de données d'articles, et ainsi de suite. Dès lors qu'on perçoit le monde comme un ensemble de bases de données, il est facile de se croire capable de tout contrôler en maîtrisant simplement les données. Ouais, c'est un giga se loger. Willow. Mais ça ne marche pas toujours. Prenons l'exemple d'Elon Musk et du Doge, arrivés au sein du gouvernement américain, qui ont immédiatement pris le contrôle de nombreuses bases de données.
Ils se sont alors heurtés à une réalité incontestable, les bases de données ne reflètent pas la réalité. Et Doge, ce fameux truc bizarre qu'avait créé Elon Musk, a connu un échec retentissant. Ça n'a pas servi à grand chose si ce n'est à faire fuiter les données. Il s'avère que que la pensée numérique, le software brain, la pensée logicielle, a ses limites. Le gouvernement n'est pas un logiciel. Les individus ne sont pas des ordinateurs, et leurs actions ne sont pas dictées par des processus automatisés et facilement quantifiables dans des bases de données, enfin assimilables à des bases de données. Quiconque a déjà géré une base de données le sait. À un moment donné, la base de données ne correspond plus à la réalité. À ce moment-là, on finit généralement par modifier la base de données, et non le monde. Mais l'industrie de l'IA a complètement perdu de vue ce principe, car l'IA se nourrit de données. Après tout, ce n'est qu'un logiciel. On nous demande donc de plus en plus d'adapter nos vies à la base de données, et non à l'inverse. Permettez-moi de vous donner un autre exemple auquel je pense constamment, surtout depuis que l'IA s'impose comme un outil précieux pour les entreprises. C'est l'idée que l'IA menace les avocats et le système juridique. Le secteur de l'IA aime acclamer qu'on n'aura plus besoin d'avocats, ce qui cause déjà bien des soucis à tout le monde. Et je crois que c'est un lien vers tous les faux, les faux cas enfin, des avocats qui arrivent avec des fausses jurisprudences. C'est dramatique. Mais je comprends. J'ai côtoyé de nombreux avocats. J'étais moi-même avocat. Ma femme l'est toujours. Certains de mes meilleurs amis sont avocats. Je passe aussi tout mon temps à discuter avec des informaticiens. Et donc, avec le temps, j'ai constaté que la convergence entre la pensée informatique et la pensée juridique est extrêmement profonde, notamment aux États-Unis. C'est fascinant. Si l'essence de la pensée informatique réside dans l'idée que penser en langage structuré de code peut avoir des conséquences concrètes, eh bien l'essence de la pensée juridique réside dans l'idée de penser en langage juridique structuré de lois et de citations de jurisprudence qui peut avoir également des conséquences, voire même vous donner un pouvoir sur la société. Il existe d'autres points communs. Le développement logiciel et le droit reposent tous deux largement sur la jurisprudence. Nous disposons d'une jurisprudence abondante que nous consultons régulièrement pour résoudre les litiges, tout comme les ingénieurs logiciels utilisent des bibliothèques de code pour construire les fondements de leurs produits. Les similitudes sont profondes, en fin de compte, juristes et ingénieurs s'efforcent d'utiliser un langage formel et structuré pour encadrer le comportement de systèmes complexes de manière prévisible et potentiellement profitable. Enfin, qui peuvent générer du profit, c'est dans ce sens-là. Entre parenthèses, je suis loin d'être le premier à avoir cette idée, soit dit en passant. Larry Lessig, très connu dans ce monde-là, a écrit un livre intitulé Code and Other Laws of Cyberspace en 2000. Il est tout aussi pertinent aujourd'hui qu'il y a un quart de siècle. Ça a été un sacré truc. Code and Other Laws of Cyberspace, ça me dit beaucoup de choses, quoi. Code is law, voilà. Benjamin en parlait dans le chat. Cette ressemblance troublante entre le droit et le code est source de nombreux pièges. On a constamment tendance à dicter des règles à la société comme s'il s'agissait d'un ordinateur obéissant à des instructions. Les exemples sont légion, des plus anodins aux plus flagrants, mon préféré étant ces publications Facebook qui affirment que Mark Zuckerberg n'a pas le droit de publier les photos de telle ou telle personne. Franchement, quand je vois ça, je me dis que ça serait formidable si le droit était en réalité du code. Les choses seraient peut-être plus prévisibles, on se sentirait peut-être plus maître de la situation. Mais le droit n'est pas un code informatique, et la société et les tribunaux ne sont pas des ordinateurs. Je dois constamment rappeler à notre public plutôt technique sur Decoder et The Verge que le droit n'est pas déterministe. On ne peut tout simplement pas, à partir des faits d'une affaire et la loi telle qu'a été écrite, prédire avec certitude l'issue de telle affaire, même si le formalisme du système juridique donne l'impression qu'il fonctionne comme un ordinateur, qu'il est prévisible. Mais au final, c'est bien l'ambiguïté qui est au corps même du système juridique. C'est elle qui fait des avocats, des avocats. Honnêtement, c'est aussi elle qui fait que les gens la détestent, parce que il est toujours possible de contester la position adverse et de trouver des zones grises dans la loi. C'est pourquoi certains procureurs finissent par travailler comme avocats de la défense et pourquoi nos organismes de réglementation ont tendance à travailler pour de grandes entreprises. C'est très américain comme vision, mais c'est assez vrai aussi en Europe, hein. On va pas se mentir, quand même, on n'a pas forcément le même système de loi. Quand même un sujet de... on voit surtout beaucoup les entreprises américaines chercher les petits détails en pensant que la loi européenne marche pareil. Fun fact, ça marche pas exactement pareil. Mais bon, voilà. On constate ici une contradiction flagrante entre la logique informatique et la logique juridique. Ce qui ressemble à un ordinateur n'en est en réalité absolument pas un.
Nombreux sont ceux qui affirment même que le droit devrait s'apparenter davantage à un ordinateur, lui-même en parlait plus haut. Le système devrait être vérifiable et cohérent, et le simple fait d'exécuter les bonnes commandes au bon moment devrait aboutir à des résultats objectivement corrects. Bridget McCormack, ancienne présidente de la Cour suprême du Michigan, était invitée sur Décodeur il y a quelques mois pour présenter un système d'arbitrage entièrement automatisé par intelligence artificielle. L'enfer. Elle m'a expliqué que le système judiciaire traditionnel est perçu comme tellement injuste que les gens accepteront un résultat moins favorable s'il vient d'un système automatisé, en le jugeant plus juste pourvu qu'ils se sentent écoutés. Et s'il y a bien une chose que l'IA sait faire, c'est écouter jour et nuit. Je vais juste prendre un peu le temps de lire un peu le chat, vos commentaires. Benjamin nous dit, ceci dit, je serais pas contre un système qui permettrait d'avoir des diffs sur les textes de loi. Il y a plein de gens qui ont essayé de faire ça sur GitHub. Aceti nous dit, la loi ne fait que donner des instructions pour un cas général abstrait. Chaque jugement est une implémentation concrète unique qui doit se baser sur un contexte pour être construite, et c'est ça que ça procède. Je suis assez d'accord. Mais après, la comparaison est pas folle, mais il faut pas oublier que ça a beaucoup de limites. Et oui, le juge, c'est potentiellement le compilateur de la loi. Certains diront. Ou l'interpréteur. Ça dépend. Ma vision, c'est que le Conseil constitutionnel est un linter, quoi. Et heureusement, on va le réécrire en Rust. Donc il y a bien une chose que l'IA sait faire, c'est écouter jour et nuit. Je ne sais pas si tout cela est correct, ou même réalisable, mais je connais le concept de software brain, donc pensée logicielle, et c'est du pensée logicielle à l'état pur, l'idée que nous pouvons forcer le monde réel à se comporter comme un ordinateur, puis en faire en sorte que l'IA émette des instructions à cet ordinateur. On observe le même phénomène dans tous les secteurs d'activité. On n'engage pas un grand cabinet de conseil pour analyser son entreprise et la rendre plus efficace, non. On l'engage pour créer des présentations qui justifient les licenciements auprès de conseils d'administration et des actionnaires. Les grands cabinets de conseil excellent dans ce domaine, et maintenant, ils vont faire générer ces présentations simplement grâce à l'IA. Ils le font déjà, hein, et les licenciements dans les cabinets de conseil ont même déjà commencé. Tout processus métier ressemblant à du code interagissant de manière répétitive avec une base de données est susceptible d'être exploité. C'est pourquoi Anthropic s'est concentré sans relâche sur les entreprises, enfin sur les clients de type entreprise, et c'est pourquoi OpenAI se tourne désormais vers les applications commerciales. L'introduction de l'IA dans les entreprises représente un réel intérêt, car une grande partie de leurs activités modernes repose déjà sur des logiciels. La collecte, l'analyse et l'exploitation de données de manière itérative. En fait, une entreprise, sur plein d'aspects, c'est déjà pas mal ça. C'est ça, en tout cas, la thèse de Neil Patel. Moi, je dirais qu'il y a quand même un gros facteur humain, mais il n'a pas tort de dire que sur plein d'aspects, c'est assez déshumanisé de ce genre-là. Les entreprises maîtrisent également leurs données et peuvent exiger l'interopérabilité entre toutes leurs bases de données. C'est vrai qu'il y a en tout cas un enjeu financier à faire que les trucs fonctionnent. Mais tout n'est pas une affaire de business. Ah non, pardon. Oui, voilà. Ainsi, l'intelligence artificielle règne depuis longtemps sur le monde des affaires. Elle a considérablement simplifié la création de logiciels, permettant à un plus grand nombre de personnes de développer plus de logiciels que jamais auparavant, et à toutes les entreprises d'automatiser une grande partie de leur processus. Elle est omniprésente, l'automatisation par l'IA est à la pointe de la publicité et du marketing. C'est même plus une question de créativité. Mais tout n'est pas une affaire de business. Tout n'est pas un cycle sans fin. L'expérience humaine dans son intégralité ne peut être saisie dans une base de données. C'est la limite de l'intelligence artificielle. C'est pourquoi les gens détestent l'IA. Elle les uniformise. Les gens ordinaires ne perçoivent pas du tout la possibilité de programmer comme une opportunité. Vous allez voir, cet élément-là, c'est peut-être l'élément où il y a le plus de gens qui ne sont pas d'accord. Donc je disais, les gens ordinaires ne perçoivent pas du tout la possibilité de programmer comme étant une opportunité. Ils ne sont pas attirés par l'automatisation. Je suis un véritable passionné de domotique, l'éclairage, les stores, la climatisation de ma maison sont automatisés de multiples façons. Pourtant, des géants comme Apple, Google et Amazon peinent depuis plus de 10 ans à susciter l'intérêt du grand public pour la domotique, et en vain. Ça, c'est quand même notable. L'IA ne va pas régler ce problème. La plupart des gens ne collectent pas de données sur tout ce qu'ils font. Et s'ils en collectent, ces données sont stockées dans une multitude de systèmes différents. Vos emails dans Gmail, vos messages dans iMessage, c'est des Américains, votre agenda professionnel dans Outlook, vos séances d'entraînement sur Peloton, sont des Américains. Ces systèmes ne communiquent pas entre eux, et ne le feront peut-être jamais, car il n'y a pas aucune raison qu'ils le fassent. Demander aux gens de tous les connecter, ça les angoisse. Le simple fait de prendre conscience de la part de notre vie enregistrée dans des bases de données est source de malaise. Personne ne souhaite être surveillé en permanence, et surtout pas de manière qui renforce encore le pouvoir des entreprises technologiques. Or, tout centralisé dans une base de données pour que les logiciels puissent y accéder est une préoccupation majeure du secteur de l'IA. C'est pourquoi tous les systèmes de réunion intègrent désormais des preneurs de notes en IA.
C'est aussi pourquoi Canva, le logiciel de conception graphique, se connecte maintenant au système de messagerie d'entreprise. Mon ami Ezra Klein s'est récemment rendu dans la Silicon Valley et a décrit les personnes qui s'efforcent activement de se fondre dans une base de données. Citons Ezra. On pourrait croire que les spécialistes de l'IA de la Silicon Valley, croulant sous l'argent, sont au sommet du monde. Je les ai trouvés particulièrement inquiets. Ils pensent que l'ère de l'IA est arrivée et que les gagnants et les perdants seront déterminés en partie par la rapidité d'adoption. L'argument est simple, les avantages de travailler avec une armée d'assistants et de programmeurs IA se multiplieront avec le temps. Et entamer ce processus dès maintenant, c'est prendre une longueur d'avance considérable sur la concurrence. Ils se livrent donc à une véritable course pour intégrer pleinement l'IA dans leur vie et leurs entreprises. Mais cela ne signifie pas seulement utiliser l'IA. Cela signifie se rendre lisible par l'IA. Vous pouvez lui donner accès à tout, vos fichiers, vos emails, vos calendriers, vos messages. Elle fonctionne en continu en arrière-plan, mémorisant vos préférences et vos habitudes afin de mieux répondre à vos besoins. Les risques de cybersécurité sont évidents, mais des millions de personnes l'utilisent déjà pour une raison simple, plus vous ouvrez votre vie à l'IA, plus elle devient précieuse. J'ai testé, de nombreux produits technologiques ces 15 dernières années, et je peux vous dire que demander aux gens de s'adapter aux ordinateurs est voué à l'échec. Ce sont les ordinateurs qui devraient s'adapter aux gens. Demander aux individus de se rendre plus lisibles par les logiciels, de se transformer en fait en base de données, c'est une idée vouée à l'échec. C'est une demande tellement énorme que je ne peux imaginer aucune récompense qui puisse la justifier pour qui que ce soit. Même si l'industrie technologique ne parlait pas constamment de la façon dont l'IA va éliminer tous les emplois, nécessiter une refonte complète du contrat social et que les derniers modèles pourraient également causer des problèmes de cybersécurité catastrophiques qui pourraient mener à la fin du monde. Déjà que ça demande beaucoup, puis en plus il demande plein d'effets négatifs. Est-ce que cela vous semble une bonne affaire ? Pensez-vous pouvoir rentabiliser cet investissement ? Cela n'a de sens que si vous avez une approche logicielle, cette pensée logicielle. Si votre cadre opérationnel consiste à tout centraliser dans des bases de données tout le temps, que vous pouvez contrôler avec un langage structuré. Et les personnes qui dépensent des milliers de dollars par mois, il y en a, pour déployer des essaims d'agents OpenClaw et écrire des milliers de lignes de code, sont des personnes qui observent le monde et y voient des opportunités d'automatisation, de répétitivité de tâches, de collecte de données, etc. Pour créer des logiciels, l'IA est idéale pour elle. Elle est même passionnante à bien des égards, et je pense qu'elle transformera probablement à jamais notre rapport aux ordinateurs. Pour tous les autres, l'IA n'est qu'un monstre gourmand et exigeant. C'est une menace. Je ne dis pas que les gens ordinaires n'utiliseront pas Excel ou Airtable pour organiser leur mariage et s'amuser à créer des présentations PowerPoint, ni même que l'IA ne sera pas utile aux gens ordinaires à l'avenir. Je pense que beaucoup de gens apprécient les données et le suivi des différents aspects de leur vie. J'ai un bracelet Whoop au pied, en écrivant ces lignes, je dis simplement que ces outils ne représentent pas la totalité de la vie. Tout dans nos vies ne peut pas être mesuré, automatisé et optimisé, et ce n'est pas souhaitable. L'industrie technologique se précipite donc pour déployer l'IA partout à un coût exorbitant, énergie, émissions de CO2, capacité de production, accès à la mémoire vive, etc. et s'enferme dans le cadre étroit d'une pensée logicielle, un software brain, sans réaliser qu'elle demande aussi aux gens d'être fondamentalement moins humains. Elle se demande ensuite pourquoi tout le monde la déteste. Je ne pense pas que quelques coupes de cheveux, some haircuts, je ne pense pas qu'un ravalement de façade suffira à régler le problème. Et voilà, je trouve cet édito extrêmement intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez ? On en pense quoi, la team ? Pardon. Non mais, vous en pensez quoi ? En vrai, je trouve cet édito très intéressant. Très intéressant parce que ça parle d'un angle mort. Alors qu'il n'est pas si mort, je pense qu'on est nombreux à penser à ces sujets-là régulièrement. Mais je trouve que c'est un vrai... Il y a une vraie question là-dedans. C'est... outre l'IA d'ailleurs, parce qu'on pourrait parler de ça dans une moindre mesure avec les gens qui essaient de foutre de la blockchain partout. Vous voulez pas de la blockchain ? Ça n'avait aucun sens d'ailleurs. Et par ailleurs, à l'informatisation au sens large. C'est non, on va pas tout résoudre par l'informatique. C'est pas en faisant bouffer aux gens de la numérisation que on va leur faire apprécier ça, quoi.
The Hunter nous dit, je suis d'accord sur le fond, les personnes avant les machines. Ouais, alors il y a ça aussi, ce qui est un peu en filigrane aussi, hein. C'est-à-dire que voilà. City lui dit, il y a des points de vue intéressants et ça va chercher l'état d'esprit des décisionnaires influents de la tech et voir comment ils se mangent un mur. Je crois que c'est l'un des trucs qui m'intéresse le plus, parce qu'il y a des choses sur lesquelles les gens sont pas d'accord. J'aimerais bien qu'on aille voir après sur Lobster, parce qu'il y a eu des réponses intéressantes sur ce sujet, j'en ai vu aussi passer sur les réseaux. Mais je trouve que sur l'angle, les gens de la Silicon Valley arrivent plus à réfléchir autrement que sur la perspective du logiciel. C'est un sujet qui, moi, me rend fou, mais qui est vrai. Moi j'en ai parlé un peu il y a pas longtemps, parce que des fois Blue Sky, l'équipe, en vrai c'est des gens super sur plein d'aspects, mais des fois je me dis, mais discutez avec vos utilisateurs quoi. Et ça me fait penser à chaque fois qu'il y a un truc de... les utilisateurs en fait ils sont pas dans la boucle, c'est même pas réfléchi, ou alors c'est une variable d'ajustement. On se dit juste non, mes utilisateurs ils sont énormes, on peut pas leur parler, c'est une masse informe machin. Et en fait quand je vois dans le monde du software, certaines actions, certaines choses que font les gens, en fait je me dis il y a un peu ce côté on réfléchit pas aux utilisateurs comme des vrais gens, on réfléchit aux utilisateurs comme un concept de loin. Et pourquoi ? Parce que quand on ne pense plus aux gens, c'est plus facile de leur faire des choses qu'on n'accepterait pas des semblables. Et c'est la notion, vous savez, de sujet versus des personnes. Et ouais, il y a un vrai bail, je trouve, de réduire les gens, non pas à leurs personnes, enfin leurs envies personnelles, sans tomber dans l'individualisme trop poussé. Mais ouais, il y a un vrai sujet là-dessus. Assetti nous dit, il y a des points de vue intéressants et ça va chercher les détails. On en a parlé. Le software brain, donc cette pensée logicielle, c'est une déformation professionnelle poussée à l'extrême. Oui, mais c'est pas qu'une déformation professionnelle, parce que je pense que c'est vraiment une manière de voir le monde. Alors, c'est un peu ça, hein, mais là on parle pas de gens, enfin la plupart des gens dont ils parlent, c'est des CEO qui n'ont pas touché une ligne de code depuis extrêmement longtemps, s'ils en ont pas déjà touché dans leur vie, hein. C'est des gens qui viennent des équivalents des écoles de commerce aux US, les MBA, donc c'est des sortes de grandes écoles de management, etc. Et c'est des gens, en fait, ils manipulent des concepts extrêmement lointains, et en fait la notion même n'a pas de sens. Si tu nous dis, moi j'aime bien imaginer aussi comme un CPU avec des registres pour la mémoire immédiate. Oui, mais ça c'est une vision que t'as, mais tu sais que c'est pas réel. Benjamin nous dit, pour le syndrome de l'expert, mon domaine peut s'appliquer universellement, le marteau, tout ressemble à un clou, etc. Il y a un peu de ça aussi, il y a un peu de ça. Mais je pense qu'il y a aussi ce truc de... c'est aussi un truc qui a pas mal marché quand même dans les années 2000 et 2010. Et en fait, tant que ça marche, les gens ils essayent. Et autant ça pouvait marcher sur certaines choses qui ressemblaient quand même vachement effectivement à des bases de données. Moi je pense, on parlait de Zillow, donc se loger, etc. Effectivement, il y a des activités qui ressemblent vraiment à... C'est une base de données où tu mets un truc pour y accéder devant, c'est pas faux. Genre effectivement, c'est le cas par exemple pour les agences immobilières, etc. Il y avait des plus-values qui étaient pas immenses, enfin des intérêts portés par des activités humaines qui n'étaient pas immenses. Je pense que vous êtes bien content de pas forcément devoir aller dans une agence immobilière pour pouvoir regarder quelles sont les annonces qui existent. Il y a plein de choses que le numérique a effectivement simplifié, et c'est vrai que des fois ça passe un peu par ça. Mais il y a d'autres choses sur lesquelles ça marche pas, quoi. Et Benjamin nous dit, pour moi la vraie question c'est pas tant comment pensent les tarés de tech bro ayatollah de l'IA, mais pourquoi les investisseurs les suivent, est-ce qu'ils partagent cette vision. Alors ça, c'est un sujet de fond du côté grégaire des investissements. Parce que Benjamin, il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est ma vision, mais c'est pas la mienne, hein. À force je commence à quand même à me croiser sur ces sujets, c'est que c'est pire pour un investisseur d'avoir raté une bonne occasion d'investir que de dire oui à un investissement qui ne marche pas. On reprochera toujours à un investisseur d'avoir raté le prochain Dropbox, parce qu'on s'est dit non. On reprochera beaucoup moins à un fonds d'investissement, surtout que c'est des fonds d'investissement qui investissent dans beaucoup de trucs, qu'ils aient investi dans un truc pété qui n'a aucun sens. Voilà. Et ça, en fait, ça peut être une des clés de lecture. Et en France, on est beaucoup plus frileux, d'ailleurs tellement frileux que on rappelle que j'ai jamais pu réussir à faire financer les croissants à l'époque, alors que c'était une super idée, hein, c'était trop bien, mais voilà, très frileux. Mais c'est logique, on n'a pas la même mécanique. Je vous avais parlé de Tangled la dernière fois, vous savez,
ce super GitHub alternatif et tout. Et il y a plein de gens qui ont vu le fait qu'ils aient réussi à lever des fonds comme un truc négatif, parce que bah, forcément on a en tête la mécanique aux US, etc. Moi, le fait qu'ils aient réussi à lever 3,8 millions d'euros en Europe, en plus par ByFounders, où c'est plein d'anciens founders, donc c'est pas vraiment la même mécanique que la plupart des trucs. Alors il y a un peu de crypto dedans, parce que pour des raisons historiques, il y a toujours un peu de crypto dans ces trucs-là, mais c'est pas parce qu'il y a de la crypto machin. Et ben moi, le fait que ce soit en Europe, pour moi, ça les 3,8 millions, c'est l'équivalent d'avoir 380 millions aux US, hein, tellement c'est difficile de lever en Europe. Hein. Enfin vraiment, c'est un facteur fois 100, enfin pas fois 100, fois 20, hein, vraiment. Ils ont levé en Europe, ouais, non mais vraiment. De toute façon, Tangled, ces Finlandais, ils sont partis. Hein. Ils y vont à fond. Moi, Tangled, j'ai vraiment hâte. Hein. Hop, je remets le lien dans la description, dans le doobly-doo, si vous voulez redécouvrir Tangled. De toute façon, ça ira bien avec ce dont on va parler après. Mais ouais, donc bref. Pardon, je vais relire vos éléments. Acetti nous dit oui, mais du coup, eux, c'est carrément un prisme d'analyse sous lequel ils analysent tout, et est-ce qu'ils adoptent peut-être par déformation professionnelle? Ouais, bah oui, il y a un peu de ça évidemment. Mais je crois qu'il faut pas que tu sous-estimes. Ouais, vraiment le côté. Alors c'est vrai, aussi comme ça on peut le modifier, agir dessus. Je crois que c'est surtout ça, c'est vraiment genre ça marche, je le remets dedans. Alors Benjamin nous dit, une autre clé de lecture, ça pourrait être aussi que les investisseurs sont aussi souvent des patrons tech bro, c'est un immense circle jerk. Clairement, c'est très circulaire. Alors que c'est que des branlons ronds, pas forcément, mais c'est aussi le fait que, et oui c'est la traduction de circle jerk, il y a aussi le fait que, bah oui, quand t'es entouré de gens qui font la même chose, bah, en fait il va aussi, et donc du coup en fait ça s'alimente, et toi quand t'arrives en disant bonjour, les IA je suis pas fan, en fait ça les choque, ils disent ah c'est pas possible, c'est bizarre, qu'est-ce que tu racontes, machin, parce qu'en fait ils sont entourés d'un monde où c'est de l'IA du matin au soir, tout le temps quoi. En tout cas, sans être certain sur le software brain soit réellement leur prisme à tous ces individus, consciemment ou non, il y a clairement une tendance méta des prismes qui émerge et qui peut observer parmi toutes les boîtes qui ont capté la thune. Oui, c'est nommé clairement, oui, des investisseurs. Effectivement, on sent des patterns de réflexion, ça se voit beaucoup. Vraiment l'impression que tu dis ta gueule à chaque fois. Ah, Tangled, oui, Tangled. Mais oui, clairement. Mais ouais. Donc bref. The Verge. Cette vidéo est très bien. Vous pouvez le retrouver dans la description. Si vous êtes en VOD. Évidemment. Et n'hésitez pas à me réclamer les liens. Cap, c'est peut-être ce que tu demandais. J'ai pas très bien vu. J'ai pas très bien compris ton message. N'hésitez pas à réclamer les liens si je les mets pas mais dans le chat. Mais bon, après, c'est écrit là-haut. Et de toute façon, je vous les lis en direct. Donc. Je pense que. Ah, le lien de Tangled, oui, c'est vrai. Ceci dit, hop, je peux le mettre vite fait. Tangled.org, c'est sympa. Paf. Hop, pardon. Je pense que les CEO devraient s'engager à toucher de l'herbe et à parler à des vraies personnes de temps en temps. Oui, c'est vrai. Mais il y en a qui le font. Hein. Not all CEO, même si beaucoup de CEO. Il y a des dirigeants éclairés, mais en fait, on n'en parle pas. En fait, on parle beaucoup moins des dirigeants des boîtes qui font les choses correctement, parce qu'en fait, elles ne rentrent pas dans ce genre de news un peu improbable, quoi. Certains diront, alors c'est un peu exagéré ce que je veux dire, mais que peut-être l'un des rares trucs que Apple fait pas trop mal, bah, des fois ils se plantent, hein, mais peut-être qu'ils font un peu plus attention au côté des produits. Genre, ces derniers temps, ils ont plutôt des succès sur leurs produits. Hein. Et leurs échecs, c'est le fait de pas être allé dans l'IA et tout le monde en dit en fait c'est finalement pas si mal. Alors, Apple a plein de limites aussi. Hein, mais... Et d'un autre aspect, Google s'en sort pas trop mal non plus, hein, honnêtement. Ils sont un peu moins plantés ces derniers temps. Vite fait. Tangled, ils font passer Forjo et Faits divers pour des kidams. Ils ont implémenté une forme de fédération tellement rapidement. Bah oui, mais ils en ont quelque chose à foutre en fait. Parce que Forjo, ils disent oui, on va le faire, puis ils le font pas. Donc. Mais on avait parlé la dernière fois du coup, Benjamin, c'est pour ça que je réagis pas, mais t'as raison, un Tangle c'est trop bien. Mais on va en parler un peu, parce qu'on va parler de Jujutsu dans un instant. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, je voulais juste vous parler là-dessus. Si je vais dans Threads, dans les fils des trucs que j'ai mis, non c'est pas ça, c'est dans Saved, pardon. Saved, parce que je l'ai pas sous la main. Upvoted Stories. Voilà, The People Do Not Yard for Automation. Il y a eu 72 commentaires, c'est énorme hein, pour Lobster. Lobster, il y a beaucoup moins de commentaires qu'ailleurs. Et il y a eu plein de commentaires intéressants. Et j'aurais bien aimé retrouver, j'aurais dû le chercher un peu avant. Il y a des gens qui étaient pas très d'accord et ça avait l'air très intéressant.
mais je sais pas si je vais la retrouver. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez avoir une discussion, si vous voulez aller plus loin dans les discussions, à lire des gens qui sont pas forcément d'accord, ou au contraire qui sont d'accord et qui réagissent dessus, je vous recommande même si j'ai pas tout lu, vous voyez, il y a plein de trucs que j'ai pas lu, les commentaires, en vous invitant à ne pas réagir sur Lobster, évidemment, ne participe pas au lien s'il vous plaît quand j'envoie, sinon c'est bizarre. Mais de toute façon, vous avez peut-être pas de compte sur Lobsters. Mais ouais, le thread sur commentaires Lobsters sur l'édito de The Verge. Je le mets également pour la team replay dans la description. Moi je vous recommande de lire les commentaires si vous voulez aller plus loin, parce qu'il y a plein de gens qui ont un peu échangé, etc. sur ce sujet, ils sont pas forcément d'accord. Et j'aurais bien aimé vous retrouver aussi les commentaires qu'il y avait un peu sur BlizzSky, si vous cherchez un peu, vous allez trouver d'autres gens qui sont un peu en mode... Mais en fait si, les gens veulent de l'automatisation, c'est juste que la plupart des gens le font mal. Il y a un petit côté... les gens aimeraient bien avoir leur quotidien automatisé, mais en fait les entreprises aujourd'hui elles font tellement n'importe quoi que les gens se méfient des automatisations, mais elles sont pas forcément contre les automatisations en soi. Et c'est pas faux. En tout cas c'est intéressant d'y réfléchir. Voilà. Alors, sinon il nous reste une demi-heure, donc on va pas faire... Il y a un article que je vais pas faire, c'est pas grave, ça sera pour la newsletter. Moi j'aimerais bien qu'on parle un peu de Jujutsu. Tiens. On va faire un petit sondage. La team. J'aime bien faire les sondages, ça me fait marrer. Moi j'aime bien. Nouveau sondage. Utilisez-vous Git ? Oui. J'aime bien. Oui. Je dois l'utiliser. Oui. Sans plus. Oui. Mais je souffre. Non. Voilà. Paf. Utilisez-vous Git ? Est-ce que vous utilisez Git ? Parce que si vous n'utilisez pas Git, la suite va être un peu plus compliquée, même si vous pouvez rester, ne vous inquiétez pas. Mais on va parler un peu de Jujutsu. Et pas juste pour vous parler de Jujutsu en général, mais parce que je suis tombé sur un blog post que je ne comprends pas du tout. Et en fait, ça m'a rappelé à l'époque où je découvrais Git et que je ne comprenais rien du tout. Jusqu'au moment où ça a cliqué dans ma tête, j'ai fait genre, je comprends très bien. Et donc, c'est Jiji. Jiji, ou Jujutsu, c'est un outil qui permet... Enfin, c'est une manière de gérer du code, avec son historique, etc. C'est un système de gestion de version, comme Git est un système de gestion de version. Mais c'est un système de gestion de version qui est, selon les dires de tout le monde, bien mieux pensé. Et rétrocompatible avec Git, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser quand même, salut Marcel, vous pouvez quand même l'utiliser pour... Ah voilà, Chak nous dit, moi j'ai basculé sur Jiji il y a quelques mois et je ne pourrais pas revenir sur Git. Cap nous dit, j'apprends les bases de Git et j'ai envie de me mettre à Jiji. Je pense que Jiji est potentiellement plus simple à comprendre que Git, surtout si t'as pas le modèle mental de Git aujourd'hui. Mais c'est pas moi qui vais pouvoir te dire, parce que comme je le dis, aujourd'hui je ne sais pas manipuler Jiji, j'ai pas encore eu le clic qui fait que je comprends. J'ai quelques notions vite fait de loin de pourquoi c'est censé être bien. Le problème c'est que tant que vous n'êtes pas dedans et que vous êtes habitué au modèle mental de Git, c'est compliqué de vous mettre dans Jiji. Et Jonathan a raison d'en parler. Un peu la flemme de changer d'outil. Et je suis assez d'accord, moi je sais que c'est censé être bien, mais t'as ce côté un peu, j'ai quand même l'habitude de Git quoi. Sauf que, vous le savez, ça fait un petit moment maintenant que je contribue à un projet qui s'appelle OSRD, Open Source Railway Designer, des gens super. Et je suis pas sponsorisé, mais je suis par contre bien payé, littéralement 3 jours par semaine pour bosser sur OSRD, donc voilà. Donc littéralement je suis sponsorisé d'une certaine manière, mais c'est pas pour ce boulot-là, c'est pas pour ce stream, mais il se trouve que OSRD, je bosse sur OSRD, et OSRD c'est un projet... open source, et donc il y a des branches, il y a des... etc. Et des fois vous avez ce truc un peu nul, vous avez des branches qui mettent sur des branches ou des machins. Et donc,
forcément, j'ai remarqué qu'il y avait parmi des collègues des gens qui utilisaient Jujutsu. Je me dis, ah bon, bah oui, parce qu'en fait, des fois, t'es obligé de stacker différentes. Pardon, je fais un petit tour sur le sondage. Bon, on a eu que 5 réponses. Donc vous n'êtes pas foncé sur le sondage, mais je comprends, vous avez autre chose à faire et c'est ok. Et on a donc 4 personnes qui utilisent Git et qui aiment bien, une personne qui utilise, mais sans plus. Mais Chuck a utilisé pendant les années, nous dit, voilà. Chuck n'a jamais eu le clic avec Git, ça c'est marrant. Et est-ce que du coup t'as eu le clic, du coup, Chuck, tu dirais, avec Gigi? Je pense que oui, et je pense que c'est pour ça en fait que t'as apprécié d'utiliser Gigi. Ah, voilà, Gigi, j'ai eu le clic en une après-midi et j'ai mieux compris Git. Voilà. En fait, il y a vraiment un modèle mental beaucoup plus simple avec Gigi, qui ressemble d'ailleurs, d'une certaine manière, je crois, un peu à Mercurial, ce que proposait HG, donc Mercurial, qui était avant un concurrent de Git, qui est plus trop utilisé aujourd'hui pour plein de raisons, parce que Git a un peu tout bouffé. Mais Gigi, c'est assez fou. Et une des choses qui est folle sur Gigi, c'est apparemment un pattern qui est assez rigolo qui s'appelle les méga merges. En fait, c'est pour vous montrer à quel point ça a l'air très compliqué, alors qu'en vrai, ça n'a pas l'air si compliqué que ça. Où en gros, ça permet de faire des trucs genre comme ça, quoi. Et là, normalement, si vous avez envie de mourir, sachez que moi aussi. Non, mais si vous êtes en mode, oh là là, ça a l'air ultra compliqué. Et en vrai, apparemment, une fois que tu as eu le déclic, donc j'ai hâte. Donc en fait, je fais aussi cette vidéo pour moi-même, pour me dire qu'un jour j'aurai le déclic et je me dirai, bah putain, c'est fou que tu trouves ça compliqué, parce qu'en fait, c'est pas si compliqué que ça. Il y a un côté très élégant, parce que. Comment dire ça? Git et Gigi travaillent sur des systèmes de version de fichiers, donc vous modifiez tel élément, vous changez tel élément. Mais Gigi, les changements, vous voyez, c'est ce qu'on voit ici, hein, c'est les équivalents des chats des SHA1 c'est pas des SHA1, mais bref, de Git, vous savez, les A8 machin, bah c'est ces lettres là qui partent de la fin de l'alphabet par ailleurs. Et en fait, ces trucs là, c'est des changements, mais des H, merci Acetine, mais là c'est pas des H. En fait, c'est ces noms de changements là qui sont des noms générés. En fait, à droite, vous voyez d'ailleurs les commits Git, mais en fait, ça, on s'en fout. C'est ces trucs-là. Et en fait, comme vous voyez, les choses qui sont en gras, c'est parce qu'en fait, c'est le minimum de lettres nécessaire pour les différencier. Non, Cap, je vais expliquer pourquoi dans un instant, mais non, tu peux apprendre Gigi et l'utiliser après dans le monde pro. Parce que, en fait, c'est rétro-compatible. Mais j'y arrive. En gros, c'est plus compliqué que ça, mais voilà. En gros, ça va vous donner un nom pour le changement en cours. Et Gigi va naturellement créer des commits et tout ce qu'il faut derrière dans votre dos, mais en toute transparence, pour que ça puisse fonctionner avec Git. Le gros avantage... Oh, il faudra qu'on revienne sur ce que tu viens de dire, Aceti. Le gros avantage, c'est que du coup, chaque changement est représenté par ça, et c'est pas un état de commit, c'est votre changement. C'est-à-dire que les conflits, par exemple, en fait, c'est pas une conséquence, c'est une donnée. C'est une donnée que vous pouvez du coup modifier, vous pouvez corriger un conflit, il va être sauvegardé avec la correction du conflit. Donc en fait, c'est vraiment une autre manière complètement d'imaginer la chose. Donc en fait, c'est comme si vous voyez le problème, mais de manière différente. C'est une autre manière de voir la même chose. Et Jonathan nous dit, quand je vois cette historique, j'ai envie de meurtre. Mais en fait, non, parce que ce qui est bien, ce qu'il explique, c'est qu'en fait, vous voyez, là, on a 3 branches. On en a 1, 2 et 3. Et en fait, il y a un commit de merge ici. Et la grosse différence, c'est que Gigi va se débrouiller pour retrouver ses petits sans problème. Mais pas juste retrouver ses petits, c'est juste la manière dont c'est encodé, dont c'est fait qu'il n'y a pas de problème. Gigi va se débrouiller. Les branches de Git ne fonctionnent pas comme ça parce que Git ne sauvegarde pas les changements, il sauvegarde l'état. C'est-à-dire qu'il va prendre le hash, en fait, c'est le hash du contenu du repository. C'est plus compliqué que ça, mais en gros, c'est ça. Et pas le changement du précédent au nouveau. Donc en fait, si vous faites un rebase, ça va changer tous les noms, parce que c'est pas les changements qui sont stockés, c'est tout. Jack nous dit, dans Gigi, il n'y a pas de branche. En tout cas, t'as pas besoin d'avoir des branches, si ma mémoire est bonne. Je crois que tu peux faire des branches, mais on n'a pas besoin, ça c'est pas aussi utile. Parce qu'en fait, on parlera plutôt, alors je sais pas si c'est des change sets, je me souviens jamais des noms, etc. Mais en gros, voilà, c'est des changements. Donc ça marche beaucoup mieux. Et c'est écrit en Rust. Mais on s'en fout. Mais en gros, c'est vraiment fait pour que tout... Enfin, vous n'avez pas besoin normalement de souffrir dans ces trucs assez fréquents de devoir rebase toujours.
Enfin, les rebases sont gratuits, enfin plein de choses deviennent gratuites par rapport à la manière dont c'est fait. C'est-à-dire que gratuite dans le sens sans effort, hein, toujours tout est gratuit évidemment, mais dans ce monde-là. Mais vous voyez, c'est beaucoup plus simple. Chuck a raison de dire, t'as des bookmarks plus que des branches. C'est-à-dire en fait, tu notes un nom sur quelque chose pour t'y repérer. Mais en fait, t'as pas la notion de branche, c'est pas nécessaire. Parce que les changements sont modélisés différemment. Et mais c'est ultra flippant de loin, et c'est pour ça que Jonathan avait envie de péter un câble, de voir en fait un pattern fréquent, c'est de faire des méga merges comme ça. Et en fait, ce qu'il explique, c'est que ce méga merge, donc là en fait le truc explique en détail, il y a des explications et tout, c'est juste que moi je comprends pas parce que je suis pas dedans, mais en fait si je me mettais dedans, je pense que je comprendrais. En gros, il va à chaque fois modifier dans une de ces branches, entre guillemets, dans une de ces modifications, et le commit de merge, lui, il existe, et c'est pas grave, on s'en fout. Parce qu'en fait, ça marche. Et là, tu vois, il y a le unjam polarity valve qui est après, et il va, si j'ai bien compris, il va le faire descendre là. Alors attendez, hop, dommage, ça va vite. Mais en gros, il va le faire déplacer, il va le mettre au bon endroit. Genre là, le IO unjam, il est ici, vous voyez, il est au-dessus du méga merge. Et après, avec son rebase qu'il fait là, il va le déplacer au-dessous, et il n'y a pas de bail. Ça juste marche. Après, j'aime la TUI de les Zigit. J'espère que Gigi a un truc similaire. Bah, comme dit Benjamin, lui, il utilise des Zigit et tout va bien, quoi. Gigi a une TUI intégrée, je crois, qui est pas dégueu. Et puis, dans tous les cas, c'est comme tout. Si votre outil, vous vous en sortez bien et vous êtes bien, vous prenez pas la tête, hein. Enfin, pas obligé de changer pour changer. Si vous vous sentez bien, c'est cool. Et Cap nous pose la question, est-ce que c'est une révolution ? Beaucoup de gens soulignent que ouais, en fait, ça change pas mal la donne sur plein d'aspects. Notamment si vous avez ce truc qui peut exister dans les projets où vous êtes nombreux. Où en gros, vous allez faire une modif, mais en fait, cette modif, elle s'appuie un peu sur la modif de quelqu'un d'autre, mais qui n'a pas encore été mergée. Du coup, vous devez avoir votre modif, mais en fait, elle est en attente d'un autre truc. Du coup, faites un rebase sur un machin, ça peut vite devenir assez compliqué. Surtout quand vous avez une sorte de feature branche, ou en tout cas d'ensemble de modifs qui doivent être parcourus ensemble. Après, ça vous fait des micmacs improbables, c'est assez compliqué. Benjamin nous dit, il y a plusieurs gens qui ont essayé de faire des sortes de lazy Gigi, mais j'ai pas retrouvé la rapidité d'exécution que j'ai avec lazy Git. Tout à fait. Je pense que c'est pas évident, puis c'est d'autres manières de faire, parce que c'est pas les mêmes concepts, donc je sais pas à quel point ça s'y prête bien. Chuck nous dit, pour moi le déclic c'était l'intégration des conflits dans l'historique. Ouais, en fait c'est ça. C'est en gros de se dire que ce soit les conflits ou les changements, c'est ça qui va changer. C'est pas la même démarche. C'est pas l'état qui est photographié. Et à la volée, il va te calculer les différences. Alors, il les cache, hein, mais je sais pas s'il les cache beaucoup d'ailleurs. Mais il garde à chaque fois les différences entre les états. Non, c'est les différences qui sont stockées. Si j'ai bien compris quand je l'avais lu cette affaire, hein. N'hésitez pas à me corriger si c'est faux. Mais que ce soit ici en direct ou dans les commentaires. Benjamin nous dit, conceptuellement c'est top, mais les opérations habituelles avec Git sont plus dures à faire qu'avec Gigi. Genre un fix-up commit qui va être squashé dans un commit plus ancien que le dernier. Bah apparemment là il explique plein de... Dans ce long élément, donc, il le dit, hein, c'est pas censé être fait pour des gens qui débutent Gigi, hein, il y a plein d'autres blog posts pour expliquer, mais il explique justement comment il fait pour se débrouiller, etc. Voilà. Sachant que Gigi est encore en phase de maturation, au contraire, c'est encore en cours de construction Gigi. Mais moi ça me fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui se posent des questions sur comment on peut faire mieux que Git, quoi. Parce que moi je suis désolé, Git maintenant c'est dans mon cerveau, j'ai pas de problème, mais régulièrement je vois des gens galérer avec Git et ça me rend triste. On a choisi un outil qui est très rapide, c'est vrai, mais dont l'interface utilisateur, que ce soit en ligne de commande ou même quand c'est intégré à des interfaces graphiques, est un enfer. Oui, bien sûr, je vais mettre le lien tout de suite dans le chat. Et de toute façon, il est déjà dans la description si vous avez regardé la VOD. Je pense sincèrement que c'est bien que ça avance. Alors oui, Chuck nous dit un truc important. Google est en train de migrer sur Gigi pour certains projets. Je crois pas que c'est leur repo principal, peut-être, je sais plus. Ils ont 15 personnes qui bossent dessus, ça c'est énorme. Parce que Gigi, je crois que c'est pas techniquement, c'est pas un produit de Google, mais c'est un produit fait par quelqu'un de Google. Je crois. Mais c'est pas un produit officiel de Google. Juste un gars qui s'est chauffé et qui s'est mis là-dedans, et voilà. Gigi pour Jujutsu. Et en plus, ce qui est l'avantage, c'est que c'est 2 lettres, Jujutsu. Gigi, c'est rapide. Donc non, c'est très très bien. Si vous utilisez Git, alors attention, je suis pas sponsor, mais c'est un pote. Il y a un truc qui s'appelle Redcon. Si vous êtes sous Mac, Redcon App, qui est fait par un pote de l'époque de Capitaine Train, Redcon.
Je crois que c'est un peu payant et pas trop donné. Voilà, 50 balles par an. Mais j'avoue que c'est sans doute l'interface la plus agréable pour manipuler du Git. J'utilise pas ça, moi, c'est bon, tout est dans ma tête. Mais entre guillemets, vous pouvez glisser, déposer des commits l'un dans l'autre, modifier des éléments, etc. Voilà, c'est une super interface, super, pour macOS. Comme tous ces fameux, vous savez... tous ces fameux utilitaires, il y avait une vraie culture de l'utilitaire de qualité hein, sur macOS. Et je suis assez content que ça continue de se faire pour manipuler l'historique Git sous macOS. Ouais, c'est un pote qui fait ça, qui est trop cool. Et en vrai, c'est assez chouette que ça existe. Donc, pour info, il y a aussi des gens qui veulent améliorer aussi l'expérience simplement par des interfaces graphiques, quoi. Mais Gigi, bon, on repense complètement comment ça marche, quoi. Enlever les API que je vais pas commit, bah oui, alors ça, c'est un autre sujet, par ailleurs. Mais... Aceti nous dit, le pire c'est que peu importe le système de versionning, pour les gens en dehors de la proc, c'est un enfer à apprendre. Et Dieu sait que dans le JV, à force d'une tonne de gens à s'y confronter, c'est pas ouais, sans forcément les former. Ça, je suis d'accord. Et justement, je vais remonter sur un truc dont tu parlais tout à l'heure, Aceti qui expliquait que dans le monde du jeu vidéo, dans lequel Aceti travaille, en fait, SVN c'est encore très présent. Je sais pas si GameNoy est dans le coin et je sais pas s'il peut nous en parler. Et salut Toniob. Et surtout les viewers de Tionob, bienvenue. Enfin, sur The Bueno. Hello. Salut. Je sais pas si GameNoy est dans le coin, peut-être pas, il est peut-être reparti, mais il y en a plein qui bossent dans le jeu vidéo aussi et qui pourraient dire à quel point s'il y a encore une utilisation ou pas, quoi. Bon, j'ai une expérience, mais j'ai entendu d'autres devs utilisent encore sur SVN. En fait, il y a encore des projets qui utilisent SVN. Ça rend fou, hein. On est en 2026. SVN, c'était déjà bientôt plus utilisé quand j'étais à l'IUT en 2008. C'était déjà considéré comme un truc quand même vieillot et qu'il fallait qu'on passe à Git, quoi. Donc, bon, peut-être pas, je mélange un peu les années, je vous avoue, peut-être que Git est arrivé un peu après, mais quand même, on est quand même dans le moment où... compliqué, quoi. Benjamin nous dit, dans le studio où il a bossé, c'était du Perforce. Et toi, Niob, qui nous dit, il y a encore des projets libres qui sont sous SourceForge. À partir de là, tout est possible. Oui, c'est vrai, t'as raison. Il y a encore des gens dans SourceForge. Waouh, c'est dur. À chaque fois quand je vois ça, ça me donne pas du tout envie de télécharger, quoi. Après, faut lutter aussi contre l'hégémonie de GitHub. Hein. Tout ne devrait pas être sur GitHub. On a parlé de Tangle tout à l'heure. Il y a aussi Forjo, il y a plein de trucs. Mais SourceForge, les amis, SourceForge, c'est l'époque de télécharger.com, quoi. C'est vraiment dans la même étagère, quoi. C'est terrible. D'ailleurs, Cap posait la question, et là on est un peu au moment où on discute, hein, on est vers la fin, on termine à 23h hein, pour les viewers et vieweuses de Toniob, on va pas trop tarder à terminer, mais je vous enverrai après chez les amis de J+7. Oui, Cap demandait est-ce que VS Code c'est bien, etc. Comme je dis toujours, le meilleur éditeur c'est l'éditeur auquel tu vas investir du temps dedans, dans lequel tu vas investir du temps pour essayer de le comprendre. Parce qu'à un moment, c'est aussi beaucoup de même mots aussi qui vont arriver à un moment. C'est pas mal de personnalisation, de compréhension de son éditeur. Donc le plus important, c'est le fameux un bon ingénieur a les bons outils. En fait, c'est vrai, il faut que vous passiez du temps à essayer de comprendre comment fonctionne votre éditeur, votre IDE, etc., pour l'utiliser au mieux. Donc voilà. Ça, je suis d'accord avec Benjamin. Un bon éditeur, c'est des rencontres, des gens qui m'ont tendu la main. Enfin, qui t'ont tendu la main, du coup. Toniob, SourceForge avec les 25 boutons téléchargés, mais il y en a qu'un seul qui est un vrai, et tout le reste, c'est des pubs de l'enfer. C'est un enfer aussi, ça. Je suis très content que n'empêche que SourceForge soit bien craché, que plus personne l'utilise, parce que c'était quand même bien de l'enfer. Pour tous les problèmes qui existent sur GitHub, au moins, on n'a pas trop ce problème-là de pub dégueulasse. Mais oui. Cécile nous dit qu'SVN c'était un choix technique très réfléchi par mon directeur technique. Pouvoir commit sans être au dernier commit, faciliter les démarches pour les artistes et la gestion des branches et les merges plus permissives. Ouais, bon. Ouais. Bah, c'est quand même chaud, hein, comme SVN en 2026. Hein. Bon, c'était pas en 2026, je pense, quand il a fait ce choix, mais c'est quand même compliqué. Chuck nous dit, c'est aussi un éditeur qui ne rame pas, c'est ce qui m'a fait abandonner VS Code. Oui, bah oui. Non mais c'est vrai, enfin, essayer d'avoir des
Et c'est avoir des éditeurs dans lesquels vous sentez bien. Moi, j'ai jeté de l'argent sur le problème, j'ai pris des grosses machines, et VS Code me pose très rarement problème de ralentissement, notamment parce que maintenant, avec les nouveaux outils qui sont écrits en Rust pour à peu près... je pense à OXLint, OXFMT, si vous faites un peu de JavaScript, de TypeScript, de Vite, de choses comme ça. Rust Analyzer qui est très efficace dans VS Code. Enfin, il y a plein de choses qui permettent quand même d'alléger ça. Et c'est vraiment VS Code qui rame chez moi. Mais effectivement, ouais. On n'est pas tous sur Vim. Non, The Hunter. On pourrait, mais on a aussi parfois la flemme. Moi, Vim, je sais me bidouiller dedans si j'ai besoin. Mais moi, je suis le genre de mec qui préfère utiliser Nano. Hein. Quand je suis sur un serveur à distance, Nano. Hein. D'ailleurs, il y avait Pico qui était pas mal, hein, qui est une sorte d'alternative à Nano avec des raccourcis clavier qui ont plus de sens. Mais bon. Franchement, bon grand respect à définir au dev de Tortoise SVN, je leur dois beaucoup de cheveux, pas encore devenus blancs, contrairement à Visual Studio. Oui, mais t'es tellement dans un environnement particulier, Seti. Mais oui, t'as raison. Hein. Mais bon, t'es en train de me dire, waouh, c'est trop bien la sauce pour les pâtes, parce que les pâtes tout seul, c'est pas ouf. Je suis en mode, oui, mais il y a d'autres plats que les pâtes, quoi. Et j'adore les pâtes, hein, mais il y a plein de trucs très cool qui existent. Tu vas pouvoir tester d'autres trucs, Seti. Tu vas pouvoir tester d'autres trucs. Je te le souhaite. Micro, c'est cool, ouais, faut que je vois, il y a Nano, Micro, il y a Pico, il y a plein de trucs qui existent. Helix qui est pas mal, ouais. Mais alors Helix, c'est comme tout, faut se mettre dedans. Mais voilà, je continue de dire, hein, le meilleur éditeur, c'est l'éditeur dans lequel vous vous sentez bien. Moi, j'ai pas de... Si éventuellement Notepad++ c'est peut-être arrêté, enfin genre... Si, après si ça vous plaît, pourquoi pas, mais bon, les gens qui sont encore bloqués sur Notepad++ en 2026... c'est compliqué quand même. En plus, là, ça a été trouvé il y a pas longtemps, enfin, il y a quand même des sujets de... Bon, c'est compliqué Notepad++ quand même, les amis. Mais bon, après, comme toujours, tant que vous vous sentez bien. Plus il y a de l'IA dans Notepad++. Non, c'est dans Notepad tout court, je crois qu'ils avaient rajouté, hein, ces couillons, mais dans le bloc-notes. Non pas les sauces pour les pads, non. Pas pour France Autonomie, on rappelle. Hein. Quel enfer. Mais oui, un truc qui te convient et qui est heureux, mais c'est le plus important, voilà. Notepad++ pour la prise de notes, voilà, franchement... Prenez le bloc-notes classique, hein, au pire, hein, ou un WordPad ou quelque chose. Word, oui, voilà. Word pour écrire du code, tout à fait, Benjamin. C'est ça, c'est Word pour écrire du code. Ou comme à l'époque, parce que c'est pour reboucler quand même sur ma fameuse newsletter, hein, on rappelle à ceux qui nous rejoignent via Tonyob, il y a une petite newsletter qui existe, il faut que j'affiche, hop là, une petite newsletter qui existe, hein, lundi.dev, c'est des streams un lundi et l'autre lundi c'est une newsletter, et sur la dernière newsletter je faisais un peu mon époque, et il y a des trucs que j'ai pas voulu, enfin je crois que je l'ai coupé à un moment parce que je devais en parler et tout, c'est le fait que à l'époque à l'UT d'Annecy en 2008-2009 on écrivait du code, enfin nos examens on faisait du code, on écrivait du code sur papier quoi. J'écris du PHP sur papier. C'est absurde, mais c'était une manière. Voilà. Au moins, les IA pouvaient pas nous avoir. Bon, ça n'existait pas à ce point-là du tout. Hein, mais ouais, comme quoi tout arrive. Hein. C'est quand même assez fou. Hop. Je viens de l'époque où on utilisait des images pour faire des coins arrondis. Ah oui. Non, mais rien que le fait qu'on ait plus besoin d'utiliser float left, float right, clear both, et ce genre de conneries. Les clairs fixes. Non, mais je vous assure. Hein. Je veux pas entendre que CSS c'est trop compliqué. Hein. Désolé, hein, mais CSS aujourd'hui c'est trivial. Hein. C'est tellement facile aujourd'hui. Il y a 15 ans, j'ai passé une interview chez Google. Ah, pas pris. Ils m'ont demandé de cooker dans Google Goals. Mais en vrai, c'est pas con. Hein. C'est juste bidouiller, quoi. J'ai fait du Java sur papier, IUT en 2022-2023. Alors déjà, Tonyob, merci pour la pelle qu'on se prend dans la gueule, mais j'ai envie de dire, let's go. J'ai fêté récemment mes 35 ans et je le vis très bien, Tonyob. Mais waouh, du Java sur papier en 2022-2023 quand même. Ah non, 2002-2003, merci. J'étais en mode genre bizarre et dur. Mais du Java sur papier, mais ça, enfin, après du Java sur papier. Je te dis, du PHP sur papier, c'est dur aussi. Hein. Mais c'est pas impossible que j'ai fait aussi du Java sur papier, hein, parce qu'à l'époque, à l'UT, on faisait aussi un peu de Java. Mais ça m'étonne pas, hein, bro. Ah, si, j'ai fait du SQL sur papier. Hein. C'est moins choquant que les deux autres, mais ouais, c'est chaud. Hein. Benjamin nous dit non, je me souviens de l'époque où on galérait pour centrer des images en CSS. Ah non, pardon, c'est tout le cas. C'est plus le cas, Benjamin. Cette blague ne marche plus. Hein. Je vous rappelle que si vous voulez centrer un truc, dans 98% des cas, vous écrivez simplement place self center. Paf, voilà. C'est une bonne vague, mais j'en profite pour dénoncer cette blague qui ne marche plus. Place self center, et dans une grande quantité des cas, ça fait ce qu'il faut. Voilà. Mais oui, effectivement. Voilà.
Ouais, ça marche maintenant, c'est ouf. Et si ça marche pas, foutez un grid quelque part. Voilà. Mais ouais. Tu t'es trompé d'ordre pour l'argument de main, moins 3 points. Fais pas cette blague, The Hunter, hein, c'était vraiment un truc qui existe. Hein. Ah merci, si jamais je retente le web, ça me servira. Bon après, si ça marche pas, revenez pas me voir avec une fourche. Hein. Ça marche sur IE6, mais très bonne blague, Dinator. Non mais le fait que IE6, même IE, ne soit plus un sujet, parce qu'en vrai, IE n'est plus un sujet, hein. Si vous faites du code, aujourd'hui vous avez plus besoin d'IE. Rien que ça, mais les gens peuvent pas... D'ailleurs, est-ce qu'on prendrait pas 3 secondes, parce qu'il nous reste encore un petit peu de temps, pour aller voir Interop? Parce que de temps en temps on va voir Interop, je sais pas si vous vous souvenez, c'était il y a quelques streams, on allait voir sur Interop. C'est toujours rassurant de voir où est-ce qu'on est sur Interop. Le dashboard Interop, hop, on va faire ça. Est-ce que ça avance? Oh, regardez, ça avance. Ça avance petit à petit. Attends, on est sur l'expérimental ou pas? Oui, on est sur l'expérimental, c'est bien. Ça avance. Safari, qui rattrape plein de monde en termes de fonctionnalité. On rappelle un Interop. Non, pas une minute de silence sur IE, je pète des câbles. Interop, c'est l'effort qui est fait par les différents navigateurs pour se mettre d'accord et coder ce qu'il faut pour qu'on ait à chaque fois des pages qui marchent partout sur des nouvelles fonctionnalités. Et parmi les nouvelles fonctionnalités, il y en a plein. CSS Shape, c'est chouette. En long core positioning, ça va être incroyable. D'ailleurs, c'est plutôt bien supporté en vrai. Voilà, il y a plein de choses qui arrivent vite. Des trucs très anecdotiques, dont des trucs beaucoup plus intéressants. Ça aussi, ça c'est juste de la préparation, mais j'ai hâte. Ah, WebVTT, tiens, il y a des soucis avec WebVTT? Parce que du coup, on en parlait au tout début du live, hein, WebVTT. Ah oui, il y a des problèmes avec les captioning, machin. Ok, intéressant, cool. Mais oui. Hop, le clip, oui, non, j'avoue. Mais donc voilà, donc non, ça avance, hein. En vrai, ça augmente bien. Edge et Chrome, qui sont en fait, ils sont gentils de mettre 2 traits, hein, mais globalement, c'est la même chose. Enfin, c'est pas la même chose, mais c'est pas loin. Avance bien. Safari avance bien, et Firefox s'en sort bien, sachant que, évidemment, D4, c'est quand même Edge, c'est comme Firefox qui a moins de budget. Sachant qu'en plus, tous ces navigateurs-là doivent passer pas mal de temps à aller corriger vite des vulnérabilités remontées par Claude Mintos, CF... le stream précédent, on parlait de Claude Mintos. Toujours Mintos, mais ça fait toujours aussi rire de Mintos. Bref. Firefox a ajouté d'autres features. Il n'y en a pas tant que ça. J'entends ce que tu dis, on en a parlé, hein, du fait qu'il mangeait des champignons. Mais en vrai, voilà. Trossad se dit que ni Safari ni Firefox ne supportent l'USB en JavaScript. Il y a certaines apps qui me forcent à utiliser une Google Chromium. Oui, mais ouais. C'est un sujet de fond. Pourquoi il y a une diff entre Chrome et Edge? Je crois que c'est selon les temps de release, des fois t'as des flags qui sont pas exactement les mêmes, mais c'est très anecdotique. Mais ouais, c'est très anecdotique. Donc voilà. Non, mais c'est cool de voir que ça avance tranquillement. On parlera pas de ça, on parlera de ça un autre jour. Les amigos, je crois que c'est le moment pour nous de nous quitter. Déjà, je vous rappelle que cette émission sera disponible en VOD bientôt. La dernière fois, j'avais attendu le dimanche d'après, là je vais essayer de le faire plus vite. Je pense pas ce soir, je pense un peu crevé, mais voilà. En tout cas, de la mettre relativement rapidement. Surtout qu'en plus, maintenant, j'essaie de chapitrer, ce qui est un peu plus long, mais je pense que c'est quand même cool d'avoir une version chapitrée. Ça, c'est chouette. Moi, je vous invite quand même à retrouver tous les liens dont on a parlé dans la description. C'est quand même plutôt cool. Vous pouvez tous les retrouver et normalement, on fait bien l'effort. Benjamin a raison de parler du fait, d'ailleurs en attendant dans le chat, n'hésitez pas à lire ces discussions, du fait qu'il y a des choses qui arrivent petit à petit, quand même des features qui peuvent manquer, etc. Par ailleurs, j'ai envie de vous rappeler que j'ai une newsletter, je vous la remonte rapidement, mais bon, je crois qu'à force vous avez compris. J'ai une newsletter, elle est gratuite, elle est cool, c'est pour le lundi sur lequel je stream pas, j'alterne parce que ça me pousse à écrire. Il y a un petit édito, et après il y a des liens intéressants normalement, ça peut vous intéresser. Et par ailleurs, moi je vous dis, passez une excellente semaine. On se retrouve dans 2 semaines pour le stream, dans 1 semaine en newsletter. Et en attendant, passez un très bon week-end du 1er mai, parce que c'est le week-end qui arrive. Allez, salut, à bientôt.